Rien n'existait entre le miroir et l'œil. Un néant lisse et froid trouait la glace au lieu du reflet. Elle perdait le fil de sa pensée dans cet égout visuel. Des années qu'il la narguait tous les matins. Des années qu'elle égarait sa substance et disparaissait. Des années qu'elle contemplait le vide. Par bonheur, elle n'entendait pas son appel. Elle connaissait l'expression mais n'en saisissait pas bien le sens. Est-ce que c'était aussi littéral que, de nulle part, le chuchotis de son nom, Ada? Derrière elle, une voix appela. « Maman !» Elle sursauta, sa main prenant au piège les petits doigts posés sur son épaule. Sa fille eut la bonté d'en sourire. Ada s'adonna à la contemplation bien plus intéressante du soleil de ses jours. Les cheveux d'Olivia, d'une blondeur de petite fille, viraient au brun à mesure que passait son enfance. Son enfançait lui aussi, porteur d'un hâle plus prononcé chaque été. Elle se moquait parfois de ses parents terrifiés du coup de chaud qui les changeait en écrevisses dès le mois de mai. En rire lui permettait de se jouer du souvenir trop proche de son adoption. Elle fêtait ses 9 ans ce 22 juin. Son père et sa mère lui avaient promis de se consacrer tout entier à sa petite personne pour une fois. La rupture de cet engagement se paierait cher. Ada espéra que le jeu en valait la chandelle. Sven, son époux, entra dans la chambre sans frapper. « La voiture est là. Tu es prête ?» Qu'est-ce que tu en dis? Il évalua la qualité de son maquillage posé à l'aveuglette, faute de miroir qui vainque son incapacité à distinguer ses propres traits. Ça ira. Allons-y. Ils quittèrent tous trois la chambre. La largeur du couloir permettait, dans le bref instant qui les séparait de l'escalier, de circuler à 3 de front. Olivia en profita pour se glisser entre ses parents et leur prendre chacun un bras. Ada et Sven échangèrent un sourire qui communiquait la même inquiétude. S'ils ne parvenaient pas à cultiver ces instants en famille, ni l'une ni l'autre ne la verraient grandir. La porte de la chambre du dilettante s'ouvrit devant leur nez. Ada retint la colère qui lui montait aux joues et se félicita d'avoir appris, en 3 ans de gestion des 11 locataires de sa pension, à éviter les battants d'instinct. Le dilettante apparut derrière et exigea. « Madame Rousseau-Stixen, il faut que vous veniez voir ça. Charlotte tire au flanc, tout est poussiéreux. Si ça continue, je ne paierai pas la prochaine échéance de loyer. » Ada envisagea plusieurs tournures de phrases désagréables puis statua sur « Comme annoncé au cours du petit déjeuner que nous avons pris ensemble, Jean, je ne suis pas disponible ce matin. Par ailleurs, si votre tante vous a encore coupé les vivres et que vous avez besoin que je la convainque de vous laisser une dernière chance, il suffit de demander, c'est compris dans les services de conciergerie de la pension. Bonne journée. » Le pensionnaire rouvrit la bouche, blêmit, puis la referma. Ada dévisagea son mari. Sven arborait une expression qui sous-entendait qu'il n'avait rien commis, à part laisser ses yeux se promener sur un individu qui manquait de respect à son épouse et qui aurait pu lui en vouloir. Olivia et ses parents s'engagèrent dans l'escalier. Les problèmes du quotidien attendraient qu'ils se soient d'abord jetés sur une occasion de se rendre à la Tour Éternelle avec une bonne raison de s'y trouver. Casiel de Sar, commandant des gardes, invitait ses capitaines de la garde de ville à une réunion urgente, dont l'objet n'était pas précisé dans la convocation. Si les officiers de la citadine s'envisageaient plutôt comme une police de la ville que comme un corps d'armée au service de la tour, avec laquelle ils travaillaient moins souvent qu'avec les juges de quartier, le seigneur de Sar demeurait leur patron et attendait leur obéissance. Pour la famille Stixen-Rousseau, ça représentait une chance de mettre en place un plan insuffisamment préparé qui risquait de les fâcher avec le supérieur de Sven. Autant dire qu'il était alimenté par le désespoir. Tout le long du trajet, Ada fixa l'absence de son reflet dans son miroir de poche. Elle le referma quand la cour intérieure de la tour éternelle resserra ses murs autour de leur voiture. Le plan consistait à 1. Prétendre au quiproquo. Comment cette convocation professionnelle du capitaine Stixen-Rousseau à la Tour Éternelle ne l'autorisait pas à emmener sa femme et sa fille avec lui pour visiter? Quel épouvantable malentendu! Cela dit, l'erreur étant commise, est-ce qu'elle pouvait rester sur place en attendant la fin de la réunion? Elle ne dérangerait personne. Il sembla qu'aucun personnel de la Tour Éternelle n'était suffisamment payé pour protester. On ne leur posa pas plus de questions et on abandonna Madame Rousseau-Stixen et sa fille dans un salon quelconque de la maison Sar. Elles feignirent de s'intéresser au papier peint gris-perle et à la décoration martiale. Ada arrêta la main d'Olivia, qui s'apprêtait à tester l'affûtage des épées accrochées au mur. 2. Rejoindre le 11e étage. Dommage d'être montés jusqu'au 45e, mais leurs accompagnateurs dans l'espèce de monte-charge qui transportait les gens dans la tour n'auraient pas toléré de les voir s'éclipser n'importe où. Ada s'assura que plus personne ne s'intéressait à elle. Main dans la main, elle et sa fille se dirigèrent vers les escaliers de service avec un naturel travaillé. Une autre porte de la pièce vint claquer le mur, dévoilant une femme haletante, une écritoire à pince sous le bras et une paire de lunettes rondes au bout du nez. Ada interrompit sa tentative. De toute évidence, cette demoiselle venait leur servir de chaperonne. Olivia et elle offrirent à la nouvelle venue leur sourire coordonné le plus désarmant. Celle-ci se présenta. « Amandine de Sar, aide de camp du commandant, bonjour. Vous devez être Ada et Olivia Stixen. On m'a chargé de rendre votre matinée moins ennuyeuse. Votre époux était bien étourdi de s'imaginer l'invitation ouverte aux familles. Rien qu'un malentendu. En revanche, merci de noter que nous portons nos 2 noms unis par un tiret, c'est une des façons citadines, merci beaucoup. » Amandine de Sar fronça les sourcils et baissa les yeux vers sa fiche où ne devait pas figurer cette information. La tour peinait à comprendre les coutumes de la ville, faute d'y accorder le moindre début d'attention.
La famille Stixon-Rousseau s'efforçait de tourner ce snobisme à son avantage. Olivia bondit aux côtés de la demoiselle, coinça son bras dans le pli du sien et lui joua son numéro de petite fille pleine de curiosité. « Qu'est-ce qui est marqué? C'est pour votre travail? Qu'est-ce que c'est un camp? Pourquoi vous l'aidez? Je m'ennuie, vous venez jouer avec moi ?» Quand Ada laissait la culpabilité l'envahir, elle regrettait d'utiliser la plus chérie personne au monde dans l'affaire qui déchirait leur famille. Néanmoins, Olivia, en tant qu'enfant de 9 ans, constituait une diversion efficace contre les nobles. Les sieurs et demoiselles plaçaient leur descendance dans la nurserie de la tour dès l'âge de 3 ans. Tous estimaient que l'éducation y était meilleure et la pension complète les laissait libres de travailler à ce pourquoi leur maison était reconnue sous les ordres de leur seigneur, de leur dame ou de leur excellence. Certains citadins venaient travailler à la tour dès 12 ou 13 ans, moins souvent par vocation que par contrainte financière dans leur famille. Ça laissait une période, entre 4 et 12 ans, dont les nobles ne savaient que faire. Ils n'en comprenaient ni les besoins, ni les désirs, ni les capacités, faute de fréquenter leurs propres enfants à cet âge, de quoi les plonger dans la confusion. Mademoiselle de Sarre étant trop occupée à déchiffrer le babillement rapide d'Olivia et à déterminer comment il convenait de la traiter pour prêter attention à quoi que ce soit d'autre, Ada gagna les escaliers. Elle accéléra sa foulée une fois parvenue sur les marches. Les 2 battants de la porte du palier claquèrent à l'ouverture 3 secondes plus tard. Paniquée, Amandine de Sarre lui jeta « Où vous rendez-vous, Ada ?» La familiarité l'étonna. Elle répondit, pétrie de nonchalance malgré son pas de course « Je m'en vais faire un petit tour, Amandine. Je reviens tout à l'heure. » La demoiselle reprit, d'un ton plus alarmé encore. « Il y a un homme dangereux en liberté. Nous ignorons s'il se trouve en ville ou à la tour. C'est pour cela que nous avons convoqué les capitaines. Je vous en conjure, la menace est sérieuse. Vous n'auriez pas pu choisir un pire jour. » « Pourquoi est-ce que vous avez pris une épée? C'est pointu et en plus maintenant il y a un trou dans la décoration. » Ada remercia sa fille en pensée pour l'information et pressa davantage le rythme. Amandine de Sarre poussa un gémissement et s'élança à sa poursuite dans les escaliers. Assis sur une caisse de l'étage entrepôt où il s'était réfugié, et éclairé par la seule lumière de son briquet, Nathanaël Delousse concevait la suite de son plan d'évasion. Le plafond bruissait sous la caresse d'Angeline. Le fugitif tiqua. Le seul prénom lui rappelait l'éclair aperçu de sa mère, la trahison sur tout son visage, dans tous ses gestes. Son cœur tambourina au souvenir de sa colère. Après ce qu'elle avait déjà commis, elle osait pire encore, signer une alliance définitive avec ses ennemis. Aucun sens de la maternité. Une inspiration, une expiration. Contre-productif de s'énerver à la mention de l'autrice de séjour alors qu'il s'apprêtait à se servir de son nom. La manœuvre était déjà assez risquée comme cela. La maison Coq se trouvait au 25e, rien que 2 étages au-dessus de sa tête, assez proche pour espérer y parvenir sans encombre. Ne l'ayant guère fréquentée, Nathanaël n'était pas certain des sentiments de la vieille Pauline de Coq à son égard. Il espérait que la fierté d'une grand-mère ne flétrissait pas au même rythme que son visage. En tant que fils d'une bannie, il n'avait jamais compté sur sa maison maternelle. Casiel de Sarre n'aurait pas épuisé les forces de sa garde à faire surveiller l'endroit. D'autant que son amitié avec Angeline créait des tensions suffisantes entre les 2 maisons pour lui faire éviter tout contact avec les Coq s'il pouvait s'en passer. Bien entendu, il ne s'agirait que d'une étape. Jamais la dame de Coq ne s'engagerait sur un lien de sang aussi précaire que celui que Nathanaël possédait avec l'une de ses demoiselles. Mais elle accepterait peut-être de relayer un message vers la maison Lousse, et de là ses problèmes seraient réglés. Du moment qu'il trouvait l'asile auprès de sa nouvelle maîtresse de maison, la garde ne pourrait plus disposer de lui sans ébranler jusqu'au point de rupture l'édifice des droits, devoirs et faveurs qui maintenait la tour éternelle debout. « Angeline !»« Oui. »« Viens, nous allons monter 2 étages. » « Pas si tu n'éteins pas cette chose. » Quoi? Nathanaël porta le regard à la minuscule flamme jaune du briquet entre ses doigts. Pourquoi? Je suis de l'air, le feu me brûle. Je ne peux pas simplifier davantage mon explication. Pourquoi est-ce encore allumé? Tu n'es pas sérieux. Je t'ai vu voler près de bougies, de cheminées. Oui, quand j'étais peu d'air. Je suis à présent beaucoup plus d'air et moins habile à contourner les obstacles. Tu es stupide. Si stupide que j'ai besoin de voir où je vais pour retrouver la porte, alors ton caprice attendra que j'ai rejoint l'escalier. Fais vite. Nathanaël se remémora que l'amabilité de son compagnon n'avait jamais été que fortuite. Son feu protégé des courants d'air par sa main, aidé du guidage au sol, il retrouva l'accès à l'escalier de service. La porte s'ouvrait vers l'extérieur, ses gonds se trouvaient à sa gauche, et le sens de la vis spiralée qui ceinturait la tour de haut en bas était anti-horaire. Ces circonstances et le sort défavorable firent que Nathanaël abattit lui sur quelqu'un qui descendait les marches au même moment. Horrifié, il contourna la porte et prépara une excuse appropriée. Il constata que le bruit de la collision était celui des mains de la personne et non celui de son visage, ce qui le soulagea. Le dit visage était couvert de sueur et de maquillage défait, haletant, surmonté d'un chignon roux sur le point de s'effondrer, féminin et tout à fait inconnu. « Bonjour !» La femme resserra les épingles dans la masse de ses cheveux et toisa le fugitif. « Bonjour à vous aussi. Êtes-vous dangereux ?» Nathanaël resta interdit face à la saugrenuité de la question. L'inconnu se retourna. Quelqu'un la poursuivait dans les escaliers. « Je dois partir. Bonne chance. » Elle l'ôta de son chemin et recommença à courir vers les étages inférieurs.
Malgré son intelligence et sa raison, la rencontre avait tant perturbé Nathanaël qu'au lieu de se cacher comme l'évadé qu'il était, il demeura sur les marches et croisa le regard d'Amandine de Sarre. Elle se figea, abasourdie. Il le fut lui aussi, que son manque d'à-propos fut récompensé de la rencontre d'une vieille amie. « Toi ! Quel bonheur de la croiser dans ces terribles circonstances, et quel éclat dans son regard, quelle passion dans le retroussement de sa lèvre, que d'énergie dans la secousse de son corps entier !» L'idée parvint au fugitif que l'aide de camp du seigneur de Sarre n'était peut-être pas tout à fait transportée de la Grèce à sa vue. Nathanaël de Luz avait tant pris l'habitude des marches solitaires ces derniers mois que voir son amie Amandine dans les escaliers de service lui parut d'une incongruité totale. Pour ajouter à l'absurde, une petite fille sortit de derrière son dos. « Qui c'est ce monsieur ?» Nat resta interdit, puis la salua d'un signe de main. Elle le lui rendit accompagnée d'un sourire. Amandine dévala le reste d'escalier qui la séparait de lui. Sur sa hanche oscillait le fourreau d'une épée d'apparat. La pointe en vint caresser le nez du fugitif. Nathanaël recula d'un pas et prétendit n'être pas plus étonné par ce dernier rebondissement que par les autres. « Mandy, vieille canaille, comment te portes-tu » ? « Tais-toi !» Nat baissa les yeux. Sa main tremblait sur la garde de l'épée. La fillette les rejoignit et claronna. « Est-ce que c'est comme ça qu'on procède à une arrestation dans la tour ? Moi, mon papa, il fait pas comme ça. » Amandine ne bougea ni ne scia. Nathanaël compta ses battements de cœur dans l'espoir de les ralentir. Enfin, son ami déclara. « Je voudrais pouvoir te tuer. Malheureusement, au contraire de toi, je ne suis pas une meurtrière. Tu es en état d'arrestation, monsieur de Luz. » « Pardonne-moi, mais... Quoi ?» Le dégoût rejoignit la colère sur le visage d'Amandine. La pointe de l'épée vint se poser sur les lèvres du fugitif. Les doigts soudain mous, Nathanaël lâcha son briquet qui s'éteignit au sol. Il réalisa qu'il venait de perdre la seule chose qui tenait Angeline en respect. Angeline le sylphe prit appui sur le plafond et fusa en une trajectoire qui rebondissait sur le mur en passant par la nouvelle venue. Il y eut un raclement de métal sur la pierre. Angeline retourna se positionner et réévalua la situation. La dénommée Mandy avait roulé au sol jusque dans l'entrepôt en passant par-dessus sa propre épée. Ses vêtements n'en gardant aucune trace, le sylphe en déduisit qu'elle portait des habits solides, ou bien que le fil de l'arme ne valait pas grand-chose. La petite humaine derrière elle s'agrippait encore au cadre de la porte bien que la rafale fût passée. Nathanaël ne profitait pas de la confusion pour s'enfuir, comme d'habitude. La femme remit la main sur son épée. Angeline la renvoya rouler d'un coup de boucle. « Angeline, arrête ! Donc pas de fuite et maintenant des reproches. »« Laisse-moi te défendre. »« Mais elle est mon amie !» La dite amie marquait un temps d'arrêt pour chercher Nathanaël du regard. Angeline se rappela que les humains ne pouvaient distinguer leur propre chaleur. Sans cela, elle l'aurait repéré sans peine sur la fraîcheur de l'entrepôt. « Ton amie. »« Aux dernières nouvelles, mademoiselle Amandine. »« Tu oses te prétendre mon amie après ce que tu as fait ?»« Ma sortie de prison ? Ou ce que j'aurais commis avant, que j'ai déjà payé d'un séjour en prison ?»« Tu as ruiné mon mariage !» Une hésitation. « Pardon ? Comment aurais-je... » À moins que Casiel ait bloqué le processus. « Si le seigneur de Sarre, commandant des gardes, a finalement refusé de consentir à ce que j'épouse l'homme d'une maison criminelle ? Ta question est-elle bien sérieuse ? S'il n'y avait que cela. » Amandine s'assit en tailleur, le dos au mur, trop stable pour les attaques d'Angeline. Il attendit de voir comment la situation évoluait. Après un silence, la demoiselle déclara. « J'espérais obtenir le privilège de te crier dessus. La satisfaction est moins grande que je ne me l'imaginais. »« Mademoiselle, avez-vous une lumière ?» La petite fille venait de se remettre de la bourrasque et inspectait le sol et le mur à tâtons. Amandine soupira. « Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, je suis chargée de chaperonner quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas de menottes sur moi. Que faisons-nous, Nat ? Tu ne peux pas fuir pour toujours. » Je ne me rendrai pas à la maison Sarre, et je conteste son impartialité dans le conflit qui m'oppose à Asclay. Contre les attentes d'Angeline, Amandine opina. Tant de règles ignorées dans cette histoire. Mon oncle n'est pas un mauvais homme, tu sais. Jamais rencontré ce fameux Casiel si sympathique dont j'ai tant entendu parler. Veux-tu que je t'emmène à la maison Luz ? S'il te plaît. Même si on n'y est pas loin de t'en bannir. Nathanaël s'assit. La petite fille se manifesta plus fort. J'ai dit quelqu'un a-t-il une lumière à la fin, sinon moi je m'en vais, je m'en fiche de vos histoires. Angeline tenta trop tard d'éloigner le briquet. Nat s'en était déjà emparé. Nathanaël de Luz ralluma une flamme. Créature stupide. Au moins, le sylphe ne pourrait plus faire n'importe quoi. Nat repéra la petite fille qui cherchait du regard l'origine de l'insulte. Sourcils froncés, elle leva un doigt mouillé en l'air. Le fugitif l'aurait bien renseigné, qu'elle ne dut pas répéter la démarche d'investigation nécessaire à identifier le courant d'air comme sapient, mais il s'inquiétait davantage de sa propre situation et de celle d'Amandine. Elle fixait le briquet, le visage vide. Quand l'as-tu récupéré ? Gabriel me l'a jeté à la figure quand nous nous sommes croisés. Il arrêterait de jouer avec, il mettait tout le monde mal à l'aise. Puis techniquement, il n'aurait pas dû garder une pièce à conviction. Nat s'interrogea sur ce qu'elle voulait dire par là, puis décida que sa curiosité ne valait pas la peine de consacrer la conversation plus longtemps à cet empoisonneur d'Asclay.
La fillette apostropha Amandine. « Sinon, vous comptez papoter encore ou bien vous allez poursuivre ma mère un jour ?» Nathanaël haussa les sourcils. « Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?» « J'étais chargée d'empêcher une citadine de se promener à sa guise dans la tour. Grâce à toi, j'ai échoué. D'ailleurs, nous n'avons pas été présentés. Je suis Olivia Stixon-Rousseau. Bonjour !» L'enfant tendit sa main au noble, qui la serra par réflexe. Un bracelet de menottes tomba de sa manche, suspendu par une chaîne à son poignet captif. Nathanaël rangea de nouveau l'accessoire dans sa chemise. Un filet de honte tenta de lui imbiber l'humeur, il lui colla un crochet du droit mental. Amandine ne s'en formalisa pas et ajouta « Navré, je n'ai pas de clé. » J'y survivrai. La demoiselle et le sieur se relevèrent d'un même mouvement. Ce synchronisme rappela à Nathanaël sa chance de disposer d'une amie si proche dans ces événements malheureux. Sans compter que l'ami en question paraissait le tenir en estime au point de risquer la colère de son seigneur. De quoi sentir son ego enflé. Amandine rangea son épée au fourreau et s'informa. « Quel était ton plan avant que je n'arrive ?»« Rejoindre la maison Coq et négocier avec sa dame. »« Je peux t'y escorter. » Quant à ta complice... Le temps que Nathanaël pensât à la corriger, Angeline s'en chargea lui-même. « C'est le complice. »« Oui, vous, là, la bourrasque. »« Vous êtes un esprit de l'air !» La gamine jetait un regard émerveillé vers le plafond. Amandine calma son enthousiasme d'un « pas un gentil ». « On a reçu un rapport éloquent sur vous, le sylphe. Vous seriez à l'origine de toutes les agressions physiques imputées à Nathanaël durant l'escapade de la nuit dernière. »« Agression, tout de suite. Je nettoyais le passage, c'est tout. » Nathanaël intervint. « Amandine, tout est bel et bien de ma faute. Angeline est entrée à mon service et agissait sur mes ordres. »« Je vais prétendre ne rien avoir entendu parce que tu n'as pas besoin d'ajouter à ton dossier « déclare contrôler le vent ». Tu es beaucoup de choses, Nat, mais pas une brute. La nuit d'hier est l'œuvre d'une brute. Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'as appelée Angeline. » Monsieur Delousse fronça les sourcils. Mademoiselle de Sarre pinça les lèvres. Angeline le sylphe bruissa au plafond. Olivia se manifesta. « Et sinon, ma mère ?»« Je dois remonter Monsieur Delousse à la maison Coq. Le sylphe agira malheureusement ainsi qu'il le voudra. Puis, jeune fille, nous irons chercher votre maman. »« Pour vous, c'est Madame Stixon-Rousseau, Mademoiselle de Sarre. »« Citadine, un peu de sérieux. Les titres ont un sens et vous n'êtes pas maîtresse de maison. »« Ma maman a une grande maison. » Le chaperon cala d'autorité sa main dans celle de la petite fille, qui se laissa faire sans protester, puis offrit son bras à Nathanaël. La petite expédition ainsi formalisée, Amandine, Olivia et Nat passèrent la porte de l'entrepôt et empruntèrent l'escalier de service. Angeline agit ainsi qu'il le voulut. Nathanaël Delousse dut saisir Amandine par la taille pour affronter la réalité des marches. Elle le soutint de son mieux. Il s'en remit. Cette fois-ci, il remontait. Un étage plus haut, le cortège tomba sur un dieu rencontré la veille. 2 gardes, l'un brun et barbu, l'autre au bleu exorbité qui faisait oublier le reste du visage. « Chapuis !» salua Nathanaël, désignant l'un. « Lieutenant Bracard !»« C'est moi, Chapuis !»« Fascinant !» Amandine lui colla un coup de coude dans les côtes. Nathanaël reçut le message, qui était le même que d'habitude. « Tais-toi !» L'aide de camp prit le contrôle de la conversation. « Lieutenant, major, vous tombez bien, je suis dans l'embarras. 2 dossiers me tombent sur les bras en même temps, le fugitif que voilà, et une fouineuse partie plus bas dans les escaliers. Y aurait-il moyen que vous la rattrapiez ? 1m64, rousse, en robe grise. » Bracard passa son regard d'Amandine à Nathanaël et vice-versa. Chapuis tenta d'établir une communication à base de grimaces avec la jeune Olivia, qui choisit de l'ignorer. Mademoiselle de Sarre glissa au plus gradé des deux. « Comprenez bien, cela ne m'arrange pas non plus. Mélouse vous méprise alors qu'il me mange dans la main et la citadine ne me porte pas dans son cœur. Vous parviendrez peut-être à la faire revenir à la raison. Comment se porte le petit-fils ?» Le lieutenant souffla par le nez, refusa de continuer à discuter et accepta l'affaire. Lui et le major dévalèrent l'escalier. L'expédition improvisée grimpa jusqu'au palier suivant. Ada Rousseau-Stixon interrompit sa course descendante devant la plaque qui l'intéressait et reprit son souffle. 11e étage, maison Virive. Chaque maison de la tour éternelle possédait sa propre spécialité qui la rendait aussi indispensable que possible auprès des autres. Seule une personne disposant de beaucoup trop de temps libre et d'une fascination malsaine pour la noblesse se serait ennuyée à apprendre la liste de ses familles et de leurs activités par cœur. Ada n'en avait retenu que ce qui l'intéressait. La dame de Virive était l'archiviste, la gardienne des traces écrites de l'histoire des résidents de la tour éternelle. Naissance, décès, mariage, rien de ce qui se déroulait entre ces murs ne s'enregistrait ailleurs que chez elle. Ces registres n'étaient pas réservés aux nobles. Si des domestiques venaient à mourir dans la tour, Virive le consignait. Si des visiteurs se piquaient de fêter leurs épousailles dans la tour, Virive en gardait la trace. Si des servantes accouchaient dans la tour, Virive se chargeait encore de noter l'événement. Selon les archives de la ville, Ada n'était née nulle part. Aucun conseil de quartier ne trouvait la moindre mention de sa naissance, ni aucun office des nombreuses communes des campagnes. D'après la paperasse, elle serait apparue sur le porche de son foyer pour orphelins, âgée de 4 ans et demi, fille d'un rayon de sélène et du vent nocturne. Difficile pour une citadine sans importance de se sentir légitime à réclamer de faire ouvrir les archives de la noblesse pour son enquête généalogique. Ada avait cru intelligent de passer par son mari et de lui faire demander une recommandation à son patron, le commandant des gardes Casiel de Sarre.
Ce dernier leur avait opposé une résistance aussi forcenée que muette. Impossible de rien tirer de lui sans se faire rappeler l'écart infini de leur statut par un secrétaire ou un autre sans cesse plus agressif. Un mur, bâti par Sarre autour des archives de la tour, sans raison apparente autre que de les fâcher. Ada avait construit sa vie malgré son absence de naissance. Si elle réclamait des informations dessus, c'était qu'elle en avait besoin. Elle ne se laissait pas impressionner pour si peu. Tout mur se démolissait, s'escaladait ou se contournait. Elle et son mari réfléchissaient depuis déjà 1 an aux solutions possibles. Ce matin constituait leur occasion de les mettre en pratique. Contempler enfin le but plongeait la jeune femme dans une terreur inexplicable. Elle se recomposa et toqua à lui. Un courant d'air glaça la sueur qui stagnait sur ses tempes. « À votre place, j'entrerai sans attendre. Vous avez 2 imbéciles aux trousses, envoyés par une autre. » Ada haussa les sourcils. « Pour commencer, bonjour, et à qui ai-je l'honneur ?»« Parlons-en plus tard. Ils arrivent. » Des pas résonnaient plus haut sur l'escalier. Ada suivit le conseil mystérieux et s'engouffra dans la maison Virive. Angine le sylphe développait un goût qui l'émerveillait lui-même pour interpréter dans les phrases d'autrui la signification qui l'arrangeait et ignorer toutes les autres. Il lui semblait que l'humanité entière traitait son langage ainsi. Pourquoi s'en serait-il privé ? Il n'ignorait pas la nuance de mépris dont une humaine insignifiante avait habillé, le sylphe agira malheureusement ainsi qu'il le voudra. Elle lui rappelait par hasard cette vérité gigantesque et absolue, sa liberté de flotter vers là où son intérêt le portait. Pour l'heure, il souhaitait comprendre pourquoi une femme qui courait dans les escaliers risquait des ennuis avec la garde. Une interdiction liée au risque de chute de plein pied, peut-être. La fragilité structurelle de ces pauvres êtres pathétiques. Faute d'eau intérieure, impossible d'en pleurer. Toutefois, Angine concevait mal qu'une simple affaire de course dans les escaliers déclenche un tel remue-ménage. Le meilleur moyen de satisfaire sa curiosité était encore d'interroger la personne impliquée. Tandis qu'il s'affairait à ranger ses boucles trop épaisses au plafond du couloir étroit, elle le devança. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Puisque l'intérêt était partagé, la discussion devenait un échange de bons procédés. « On m'appelle Angeline. Je suis venue voir si vous aviez des ennuis. »« Et en quoi les 10 ennuis vous concerneraient ?» La question le laissa flottant. « J'aime la liberté et je veux la partager. »« Eh bien, vous êtes en travers de mon chemin. Quelle sorte de partage est-ce là ?» La femme renonça à fixer un point imaginaire du mur et abandonna Angeline sur place. C'est-à-dire qu'elle partit vers d'autres de ses boucles dispersées dans les couloirs. Il transféra son regard derrière elle, ignorant la distraction que lui causaient les irrégularités du crépi. Elle prit un tournant puis un autre. À la recherche, Angeline comprit enfin de n'importe qui traînant dans les parages. Les murs devinrent moins nus et davantage lambrissés. Un homme attrapa la femme. « Mais que faites-vous ici ?»« Je dois voir la dame de Virive. Est-ce qu'elle est disponible ?»« Vous ne pouvez pas espérer débarquer chez nous par je ne sais quelle porte de service et réclamer le temps de notre maîtresse de maison !» Angine écouta le courant d'air et trouva la dame. Il ondula jusqu'à son bureau et lui demanda. « Madame de Virive, une personne cherche à vous voir et la garde est prête à l'en empêcher. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» La dame leva le regard vers nulle part en particulier, puis appela. « Gwenaëlle, trouvez-moi Madame Rousseau-Stixen et amenez-la moi, je vous prie, puisqu'elle est parvenue à se faufiler jusqu'à nous. » Angine sentit la satisfaction se répandre dans ses boucles. Les réponses étaient pour bientôt. Nathanaël Delous quitta le bras de son amie Amandine pour saisir la poignée de la porte du 25e, maison coque, niveau inférieur. Mademoiselle de Sarre changea sa poigne jusqu'ici soutien en prise sans merci sur son épaule. « Nat !» Mandy. Amandine remâcha ses mots dans la morsure de sa joue. Elle baissa les yeux sur la petite fille dont elle avait la charge qui, toute sourire et toute douce, ne perdait pas une miette de la scène. « Jeune fille, je vais couvrir vos oreilles. »« S'il le faut, mademoiselle. Je vous y autorise. » La tête d'Olivia coincée entre ses mains, Amandine lâcha dans un souffle. « Il est un homme que je hais depuis des mois, qui a gâché mon mariage, écarté mon fiancé, attaqué l'ami de mon seigneur, m'a mise en porte-à-faux avec mon propre maître de maison. Cet homme s'appelle Nathanaël Delous et quand je te regarde, je ne peux pas croire que tu sois lui. Je ne t'aide pas en tant qu'ami. Je t'accorde une faveur et je te fais l'amitié de croire que tu la repéras. Je vais contacter la maison Fortune et lui réclamer un arbitrage en ton nom. Promets-moi de t'y rendre, de t'y défendre et d'en respecter l'issue, et j'effacerai ta dette. » Elle relâcha la petite fille qui lui glissa. « Qu'est-ce que vous me proposeriez pour que je ne dise pas au commandant que vous complotez avec un fugitif ?»« Rien du tout. J'ai la ferme intention de me laisser enguirlander dès que mon ami sera à l'abri. Votre mère vous a-t-elle faite si manipulatrice que vous puissiez nous confondre avec vos poupées ?» Olivia écarquilla les yeux et se tut. Nathanaël hocha la tête. « J'entends tes reproches. Je ferai de mon mieux pour réparer ce que je peux. Bonne journée, Mandy, et bon courage. » Amandine hésita, lui colla une dernière tape dans le dos, et s'en fut gardiner Olivia à un endroit moins suspect. Luz entra dans la maison coque. Une lourde odeur de clous de girofle et de cannelle baignait ce couloir. Elle s'assortissait assez bien au lambris brun. Nat accusa l'agression olfactive et ses effets sur sa faim négligée. Il attrapa la première personne venue, enfila son meilleur sourire, et demanda Pauline de Coq. On le conduisit à l'une des cuisines de la maison. Sa grand-mère l'accueillit d'une exclamation émerveillée proche du hurlement.
Elle abandonna les pâtons qu'elle formait et posa d'autorité ses 2 pétrisseuses pleines de farine sur ses joues trop maigres, avant de réclamer de quoi lui improviser un repas. Si Nathanaël n'entretenait que peu de relations avec les coqs, la société de la tour n'y voyait pas de la négligence, mais un simple respect de la hiérarchie entre branches familiales. La première parentèle d'importance était celle dont un sieur ou une demoiselle partageait le nom. Pour Nat, tous les membres de la maison Luce. Très près derrière venaient le parent et la fratrie dont le sieur ou la demoiselle ne portaient pas le nom. Le reste des obligations découlait de ces 2 principes. Une vieille histoire parlait d'un homme à qui on avait demandé de servir d'arbitre dans une dispute entre sa demi-sœur issue de son père et son demi-frère issu de sa mère. Incapable d'accorder à l'un ou l'autre sa préférence, il leur avait fourni 2 épées et les avait laissés bretter jusqu'au premier sang. Les 2 ennemis avaient 15 ans, l'arbitre 17, on racontait cette plaisanterie avant tout pour se moquer de la jeunesse. Ce qu'il fallait retenir, c'était que Pauline de Kock n'appréciait Nathanaël que dans la mesure où elle n'avait pas de petite fille issue de sa fille à choyer à sa place. Cela dit, si Nat avait disposé d'une sœur ou d'une demi-sœur chez les Kock, il se serait directement adressé à elle. Cette sœur imaginaire n'aurait toutefois pas eu le statut social de sa grand-mère. La tour respectait ses aînés. Nathanaël a pris sur le tas une nouvelle branche de son arbre généalogique. La maîtresse de Kock se prénommait Caroline, était la nièce de Pauline, et par là même, la cousine au premier degré de sa mère. Celle qui avait dû prononcer le bannissement d'Angeline de sa maison, pour une offense dont les détails étaient gardés flous afin de ne pas donner d'idée à d'autres. La dame de Kock reçut Nat en 3 minutes. Elles suffirent à lui confirmer ce qu'il savait déjà. « Bien entendu, les membres de ta maison sont les bienvenus ici comme ils l'étaient hier encore. Nous n'apprécions ni Asclay ni Sar, puisque ces 2 seigneurs se font un plaisir de protéger sans pudeur notre banni. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous permettre de les défier de manière aussi frontale. Tu dois déguerpir. »« Pardon, madame, que dites-vous? Ma maison était ici hier ?» Des amis nous ont demandé d'organiser une contre-soirée du solstice d'été afin de disposer d'une excuse pour bouder l'officiel. L'où c'était de la fête. » Déconfit, à l'extrême limite de sa déconfiture, Nathanaël se laissa guider vers la sortie. Aucun garde ne surveillait l'élévateur. Il s'en sentit confiant. « Eh bien, mon cher Angeline, nous voici repartis, direction le 84e. » Le sylphe ne répondit rien. « L'élévateur représente un risque, mais je pense que nous devrions tout de même l'emprunter. Je n'ai pas les jambes pour 59 étages. » Le silence insista. Nathanaël réalisa l'absence de son compagnon invisible. Soudain, très seul dans cette antichambre au parfum de menthe et d'aneth, il vacilla et se rattrapa au mur. La porte s'ouvrit derrière lui. On lui mit le bout d'une canne de marche dans le dos. « Très cher petit-neveu, nous acceptons volontiers ta proposition de t'accompagner chez les Lousses. Quelle bonne idée à toi d'y avoir pensé. Oh, Armeline, laisse mon petit-fils tranquille, tu as une fille à embêter. » Nat se retourna et contempla son second duo comique de la journée. Il songea qu'il devrait peut-être arrêter de considérer les groupes de 2 personnes comme des duos comiques par défaut. Il conclut que cela attendrait la prochaine paire de gens. Là où sa grand-mère se présentait bulbeuse comme un dessert à base de pâte à choux, sa grande-tante s'étendait en hauteur telle une branche de céleri. De ce qu'il comprenait, fils unique du genre de plaisanterie auquel s'adonnaient les fratries, elles avaient sans doute créé cet effet exprès. Les 2 vieilles demoiselles le poussèrent vers l'élévateur et il conclut que ce cortège excentrique formerait une bonne distraction contre la garde. Ada Rousseau-Stixen, prise de gêne, cherchait ses mots. Homérine de Virive, tassée dans son fauteuil, lui laissa 6 secondes de réflexion puis les rappela. « Notre temps est compté !» Ada s'éclaircit la gorge et se lança. « Je suis orpheline depuis aussi longtemps que je me rappelle. Je cherche la trace écrite de ma naissance et je pense qu'elle se trouve chez vous. »« J'ai besoin d'un peu plus d'indications que cela. Jusqu'où devons-nous remonter ?» Elle avait 26 ans. Son anniversaire était fêté le 24 octobre, sans qu'elle sache s'il s'agissait d'une date choisie au hasard ou de la vraie. « Avez-vous jamais porté un autre prénom ?» On l'avait toujours appelée Ada. Ces 3 lettres ne figuraient pas dans la liste classique des noms donnés à celles qui n'en possédaient pas. La dame relut ses notes et tapota du crayon sur sa feuille. « Auriez-vous par hasard omis de me mentionner un détail important ?» Ada avala sa salive. « Je doute de sa pertinence. »« Dites-moi tout de même. » Là, l'esprit se rebellait contre la conjecture, soulignait l'aspect romancé de cette idée, refusait d'accorder foi à une imbécilité pareille. Toutefois, aujourd'hui, il fallait l'affronter. « Je pense être la fille de quelqu'un de la tour. Je n'ai pas de preuves. Je ne sais même pas s'il s'agirait d'un sieur ou d'une demoiselle. » Homérine de Virive la fixa à travers les verres ronds de ses lunettes. Ni approbatrice, ni le contraire. Elle devait vérifier si Ada croyait à ses propres mots. Celle-ci se recomposa une expression assurée. Cassante, l'archiviste nota. « On a déjà dû vous informer, jeune femme, de ce que la tour n'abandonne jamais ses enfants, fussent-elles de mi-sang. » Ada opina. Inutile d'insulter son hôtesse, quand bien même l'argument lui paraissait une mauvaise raison d'avoir bloqué son accès aux archives. La dame de Virive apprécia sa franchise d'un sourire oblique. Néanmoins, comme chaque personne en ce monde, vous avez le droit le plus fondamental à connaître votre propre histoire. Écrivez-moi votre adresse. Je vous enverrai un courrier avec le résultat de nos recherches.
Et le seigneur de Sarre? Si le petit Casiel s'imagine me dicter la façon dont je gère Virive, je lui rappellerai la réalité. Il peut, en revanche, contrôler qui circule dans la tour. Votre escorte est arrivée. 2 gardes attendaient à la porte, un lieutenant et un major. Ada acheva de noter le nom de son quartier et se leva à leur rencontre. Une brise légère mélangea ses cheveux. Je peux vous débarrasser d'eux. Elle s'agaça d'avoir oublié l'existence de l'importun. Et pourquoi faire? Est-ce que vous voulez me faire envoyer en prison? Encore ce sylphe. Souhaitez-vous qu'on l'évacue, madame? Ada se demanda si les gardes se trouveraient en mesure d'obéir à cet ordre si jamais la dame décidait de le donner. Homérine de Virive répondit. Cet être de l'air se veut serviable, mais comprend mal nos impératifs, voilà tout. Si telle est votre inquiétude, il ne m'a pas dérangé. Bon retour chez vous, jeune femme. Pensez à autre chose, je vous donnerai bientôt de vos nouvelles. La porte du bureau se referma. L'heure était venue de se faire engueuler. Les portes de l'élévateur s'ouvrirent sur l'antichambre de la maison Luce et la silhouette terrible du première classe à Brinck. Bas de l'échelle, bas du front, nul n'avait de raison de prêter attention à Brinck. Pourtant, tout le monde se souvenait d'Abrinck. Il accusait ses 2,5 m de long et frôlait le 1,40 m de large. Cela aidait. Son poste à l'endroit où le fugitif avait le plus intérêt à se rendre se justifiait, puisque, devant cette armoire vivante, Nathanaël de Luce ne pensait plus à disparaître et se contentait de regretter d'exister. Les demoiselles qui l'accompagnaient, sa grand-mère Pauline et sa grand-tante Armeline, eurent la présence d'esprit de réagir à sa place. La pâtissière le drapa dans l'illusion qu'il n'était pas vraiment là. La cuisinière ajouta par-dessus l'illusion du fond de l'élévateur, histoire que personne ne remarque de trou suspect dans sa vision. Et Monsieur de Luce, qui scorait 11,75 points sur 12 au test de niveau des illusionnistes, se remémora qu'il était à sa portée de s'en charger lui-même. Il attrapa le mirage d'invisibilité et sortit de l'élévateur en longeant le mur le plus loin possible d'Abrinck. Il n'était pas seul à garder l'endroit, question de protocole. Pour garder, il fallait au moins 2 gardes. Le second et le troisième ne remarquèrent pas la supercherie. Le quatrième, en revanche, tourna le regard vers l'endroit où Nathanaël n'apparaissait pas. Armeline de Coq reprit le contrôle de l'illusion et la passa à Pauline, qui la lui renvoya d'Airchef. Désorienté par ce jeu de balle, le garde revint aux 2 demoiselles. Nat comprit qu'il s'agissait non d'un citadin, mais d'un jeune sieur de la maison Sarre, faisant son apprentissage de la garde au milieu de la troupe. Un bon choix pour repérer un comparse illusionniste. Le sieur n'était d'ailleurs pas trop mauvais en la matière, puisqu'il profita de la première ouverture pour chipper le contrôle à ses 2 parentes et dissiper le mirage. Nathanaël, redevenu visible, gagna la porte et la claqua au nez de ses poursuivants. Son bureau était fermé. Qu'aurait fait Angeline dans cette situation, mis à part boxer tout le monde? Il ferma les yeux et écouta le courant d'air. Ce ne fut pas son ouïe, mais son sens illusoire qui repéra une présence au fond de la maison. Il s'y rendit au pas de course, les gardes sur ses talons. Le couloir déboucha sur l'une de leurs bibliothèques, celle qui servait de pièce à vivre par habitude alors que tout le monde en détestait la tapisserie vieux rose, souvenir de leur ancien seigneur Artuel de Luce. Nat ralentit à l'entrée, désireux de ne pas paraître trop décoiffé alors qu'il se réintroduisait à sa maison. Tous ses membres étaient réunis. Les anciens Ariel et Mazarine sur une causeuse qui travaillait sur un même document technique avant son interruption. La jeune Martine qui auscultait un lapin sous la supervision de sa mère Églantine. Judicaël, qui avait cessé son rangement des étagères pour le gratifier d'un sourire ambigu, la bouche exactement horizontale. Emmeline. La seule de la maison qualifiée pour le remplacer, donc nécessairement la nouvelle dame de Luce. Madame, l'appela-t-il. Elle ouvrit des yeux en soucoupe. Une pogne appartenant aux premières classes à Brinck, proportionnée à son gigantisme, broya l'épaule de Nathanaël. Il força son regard dans celui de sa dame. Elle ne pouvait pas l'abandonner avec ses yeux dans les siens. laissez Monsieur de Luce. Brinck le relâcha. Accoudée au bord de la fenêtre, Abigail de Luce, presque transparent dans une chemise et un pantalon qui répondaient respectivement à la tapisserie et au lambris, daigna se tourner vers son cousin. J'accorde à monsieur l'asile de la maison Luce. Merci de vous retirer. Ce taire eût été impoli, alors le première classe quitta la pièce avec un « Bien, monseigneur. Le commandant sera tenu informé. » Le mauvais rêve de sa fuite prenait fin. La tension dans ses muscles mourait avec langueur. Le choc dans son esprit, en revanche, ne s'amenuisait pas. Monseigneur? Mais tu allais te marier? Abigail le foudroya du regard et quitta la pièce en trombe. Le reste de la maison le fixa avec un air collectif de reproche. Personne ne se décida à entamer la conversation. Nathanaël sentit ses paupières s'alourdir, décida de remettre la discussion à plus tard et quémanda la clé de sa chambre. Sans brutalité, mais sans compassion, Ada Rousseau-Stixon fut ramenée au 45e et mise en attente dans le couloir devant le bureau du seigneur de Sarre. Si le major Chapuis avait arrêté de lui sourire, la situation aurait été tolérable. « Maman !» Ada tourna la tête. Arrivait Olivia, qui lâcha la main de son chaperon pour rejoindre les bras de sa mère. Sa fille l'interrogea du regard. Elle opina discrètement.
La môme lâcha son soupir soulagé le plus dramatique depuis qu'elle avait 9 ans. Le lieutenant Bracard demanda. Et alors, où est Luce? Amandine de Sarre haussa les épaules. Perdu. Vous avez perdu le fugitif que vous aviez au bras, mademoiselle. Comment se porte votre petit-fils, lieutenant? Vous ne pouvez pas me demander des nouvelles de mon petit-fils chaque fois que vous me croisez, mademoiselle. C'est transparent, puis je parle pas tant que ça de mon petit-fils. Il sait marcher maintenant, non? Oh, tu le verrais, il galope, mais il tombe encore. On le garde dès ce soir, Adrien et Ninon se sont retrouvés de nu en même temps cette semaine. J'espère qu'il aura fait des progrès. Attends un peu, tu ne vas pas t'y mettre. Bon quoi? T'es drôle quand tu parles de ton petit-fils. Je peux venir dîner? Les deux compères s'interrompirent quand la porte s'ouvrit. Casiel de Sarre appela Ada et Olivia. Sven les attendait debout dans le bureau. Son épouse reconnut son expression de quand il réussissait un coup de bluff, ce qui signifiait que le commandant avait calculé le coût humain et matériel de former un nouveau capitaine pour le remplacer et était arrivé à la conclusion que l'accident du jour n'en valait pas la peine. Ada s'assit au bord de la chaise des invités. Le seigneur de Sarre passa derrière son bureau, se posa sur son fauteuil et débuta. Bon, satisfaite de votre escapade? Ada ne laissa pas cette fausse nonchalance ruiner la sienne. J'ai rencontré la dame de Virive, une personne charmante. Malgré mes avertissements? Elle jeta un regard en coin à son époux. Sven chuchota une consigne à Olivia, qui soupira et couvrit ses oreilles de ses mains. Rassurée sur son auditoire, Ada jeta. « Monseigneur, que croyez-vous m'apprendre que je ne sache pas déjà? Que je n'étais pas désirée, que je n'aurais pas dû naître, que je ne serais pas la bienvenue auprès de mes parents naturels si je venais à les retrouver? Je ne suis pas si stupide. Vous savez quelle situation est la mienne, et vous savez quel besoin j'ai du simple statut d'enfant de la tour. Si vous ne voulez pas m'aider, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. » Sven émit une fausse toux pour lui signaler qu'elle y allait un peu fort avec son patron. Ada resta fixe, le regard plongé dans celui du seigneur. Vous avez conscience, citadine, que la garde fait ce qu'elle peut dans votre affaire. C'est insuffisant. Sarre lâcha ses yeux le premier et se cacha le visage dans sa main gantée. Très bien. Faites comme il vous chante. Je n'ai pas plus de temps à vous consacrer. Puissiez-vous ne pas avoir fait trop de dégâts. Ada se leva et sortit, sa famille derrière elle. On les reconduisit à leur voiture. Le chauffeur fit démarrer les chevaux. Olivier rompit le silence. Bon, ça c'est fait. Revenons au véritable ordre du jour qui est mon anniversaire. Sven éclata de rire. Les imitations de discours adultes de sa fille lui ruinaient toujours le sérieux. Ada sourit. Plus qu'à attendre. Olivia perdit sa joie et laissa son regard errer par la vitre. Sven s'en inquiéta. Leur fille soupira. J'ai hâte que tout ça soit terminé et qu'on arrête de se fâcher avec des gens. Mon petit chat, qu'est-ce qui s'est passé? Amandine de Sarre m'a disputé et elle a dit que j'étais manipulatrice. Ada sentit ses joues s'enflammer. Elle prit le menton d'Olivia entre ses mains, planta ses yeux dans les siens et chercha ses mots. Cette femme n'a jamais souffert un jour de sa vie. Elle n'a aucune idée de ce qui nous arrive. Elle a tort et tu n'as plus besoin d'y penser, d'accord? Olivia renifla. Sa mère regarda la réalité en face. Elle gâchait bien la jeunesse de sa fille, cette jeunesse qu'elle avait juré de rendre plus douce que la sienne, comme elle le craignait. Ada distingua le reflet de sa culpabilité dans les prunelles d'Olivia et sentit la couleur quitter son visage. Sven remarqua son trouble et lui attrapa la main. Olivia comprit ce qui se passait, ouvrit la porte et cria. « Philémon! Si je te retrouve, je te finis !» Son père la tira par le col jusque dans l'habitacle, blême. Le chauffeur leur marmonna un reproche avant de refermer la porte depuis l'extérieur. Ada contrôla son miroir de poche. Elle ne s'y voyait pas. Philémon n'était donc plus à portée. Peut-être même que cette fois-ci, il s'agissait d'une vraie coïncidence et qu'il ne les avait pas suivis. Elle se laissa aller contre le siège, tandis que Sven sermonnait Olivia au sujet de la prudence et des bonnes manières. Peu importait le prix de leur désobéissance au commandant. Si tout se passait comme ils l'espéraient, leur famille recevrait enfin l'aide nécessaire pour les débarrasser de la menace qui leur empoisonnait la vie. Restait à espérer que les nobles de la tour se montrent de taille face aux sorciers. La dame de Virive rangea la mèche de cheveux blancs qui lui batifolait sur les yeux derrière son oreille. « Très cher, puis-je vous demander ce que vous faites encore dans mon bureau ?» Angeline le Sylphe souffla de surprise. « Comment le savez-vous ?»« J'apprécie mon espace de travail dépourvu de courant d'air. Vous réveillez ma hernie. » »« Ah, je me demandais s'il était normal qu'une personne vienne vous voir pour savoir qui elle est. » La dame rit. « Seriez-vous en quête de vos origines, petite brise ?»« Oui. »« À ma connaissance, votre espèce naît du vent. » »« Non. Je veux dire oui, je le sais déjà. Je me demandais si vous saviez pourquoi on m'a enfermée et pourquoi on m'a libérée. C'est un mystère qui m'ennuie. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. »« Je peux chercher. Notez bien que mes archives ont été écrites par des personnes humaines et qu'elles ne font peut-être pas la différence entre plusieurs sylphes au cours de notre histoire. Ce sont des accidents qui se produisent. » Les autres sylphes m'intéressent aussi. « Bien. Avez-vous une adresse où je puisse vous contacter pour les résultats de cette recherche ?» Angeline réfléchit. « Puis-je demeurer chez vous ?»« Ma hanche l'interdit. »
Sinon, je connais bien Nathanaël Delous. Sa maison conviendrait-elle? Le visage de la dame se ferma. Un conseil, ne vous vantez pas de cette amitié. J'enverrai mon compte-rendu à son maître de maison. Bonne journée à vous. Vous trouverez la sortie. Angeline secoua boucle après boucle à travers l'encadrure de la porte et chercha un moyen de remonter. Nathanaël Delous se réveilla au-dessus des couvertures serrées pour protéger le couchage de la poussière. Il n'avait pas eu le courage de les défaire avant sa sieste. Les morceaux des menottes, qu'il avait pris le temps de démonter, histoire de ne pas subir des marques plus profondes que celles des draps sur sa peau, tombèrent à terre depuis sa table de chevet. Il haussa un sourcil. Comme tout son baldaquin se balançait, il reprit espoir et risqua. « Angeline ?» Tu es vivant? Je n'en étais pas sûre. J'ignore pourquoi, mais je m'étais persuadée que tu devais percevoir la respiration des gens, étant fait d'air et tout cela. Je viens d'arriver, je n'ai pas veillé sur ton sommeil. Passez une bonne journée en mon absence. Nat dodelina de la tête. Médiocre. Et toi? Étrange et instructive. Le monde fait son chemin avec ou sans moi. Je ne connais pas le début de chacun des trajets accomplis par chaque entité consciente et je ne pourrai jamais embrasser la somme de toutes leurs histoires. Nat roula des yeux. C'est la vie, l'ami. Je suis en sécurité, tu sais. Ta promesse est tenue. J'en ai toujours pas l'impression. Et j'ai donné ton adresse comme lieu de résidence à quelqu'un. Le sieur s'étira, bascula ses jambes sur le côté du lit et se leva. Alors mieux vaut que je te présente à la maison avant qu'on t'y considère comme un intrus. L'homme et le sylphe sortirent de la pièce. La politesse dictait que la première visite de Nathanaël Delous à ses parents devait être pour son nouveau maître de maison. Il décida à la place de chercher Emmeline, qui lui paraissait moins fâchée contre lui. Certains après-midi, elle se réunissait avec quelques amis dans un petit salon hexagonal de l'étage médian de la maison Lousse, coincé, comme toutes les pièces biscornues de leur domaine, entre les machineries du générateur auxiliaire. Le rassemblement informel portait le nom dérisoire de club des amateurs et amatrices de thé et n'avait pas grand-chose à voir avec la boisson. Le cercle du jour comprenait Noël d'Abadi, Aline de Frême, Ézéchiel de Coq et Emmeline Delous en maîtresse de cérémonie. Quand Nathanaël entra, le premier soupira plus fort que la situation ne l'exigeait. L'évadé ne s'en démonta pas et demanda « Mal, mon trésor, je peux te parler une minute ?» Aline de Frême posa sa tasse sur sa soucoupe en faisant du raffut exprès. « Comme tu peux le voir, je suis occupée, Nat. » Je ne te retiendrai pas longtemps. Ézéchiel de Coq éclata. « Peut-on savoir au nom de quoi Monsieur Delous s'autorise à troubler notre réunion alors qu'il est notoirement non un amateur de thé mais un amateur de femmes ?» Nathanaël le toisa. Une telle idiotie est notoire. Et qui donc mal informé la colporte? Il est donc possible d'aimer soit la partie féminine de votre espèce, soit une boisson chaude, mais pas les deux? Ça n'a pas l'air très logique. Le club des amateurs et amatrices de thé sursauta de concert. « Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Permettez-moi de vous présenter Angeline, un être de l'air que j'ai rencontré en prison, d'où je viens de sortir, séjour qui m'a par ailleurs privé de la merveilleuse compagnie des membres de ma maison. Alors si vous vouliez bien tous m'excuser, je désire une minute avec ma cousine. » Emmeline se leva de son siège et l'entraîna dans le couloir. Qu'y-a-t-il de si pressé? Mel, qu'a fabriqué le conseil? Pourquoi t'a-t-il écarté? Pourquoi briser les fiançailles d'Abby et Mandy? Les épaules d'Emmeline s'affaissèrent. Nathanaël se sentit cruel de l'obliger à évoquer le sujet. Il s'était retrouvé en concurrence au titre de maître de la maison Lousse des années auparavant. Sa défaite, à elle, et sa victoire, à lui, avaient endommagé leur amitié quelques mois. La même raison que lorsque nous avons tous deux été présentés pour remplacer Artuel. J'aime le thé. Nat chercha bien mais ne parvint pas à dénicher la pertinence de l'argument. Elle réexpliqua. Une maîtresse de maison doit renoncer à son droit de se marier et d'avoir des enfants. Le conseil considère que, puisque je n'ai jamais voulu d'époux ni d'enfants, je n'ai rien à sacrifier en échange du pouvoir d'une dame. Tu ne m'en as rien dit à l'époque? Je doutais. Nous étions deux candidats acceptables, tu étais un peu plus jeune. Cette fois-ci, le conseil a été explicite. Il ne s'agissait pas que de te remplacer, mais aussi de punir notre maison. Nathanaël comprit qu'il n'y avait pas que la politesse qui exigeait qu'il parlât à son seigneur et que des excuses à son amie Amandine s'imposaient. Merci de la mise au point, Mel. Une dernière chose, ne dérange plus jamais mon club. Tu n'as aucune idée des pressions natalistes auxquelles nos membres sont soumis par leurs parents. Les moments d'échappatoire leur sont rares. C'est bien noté. Je file voir Abby. Merci encore de ton amitié. D'une petite voix, Emmeline répondit. Suis-je bien ton amie, Nat? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu alors? Nathanaël rata un pas. Il se retourna confus. Sa cousine releva la tête. Tu as dû le préparer. Agir sur le vif, cela ne te ressemble pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Angeline? Le sylphe confirma sa présence. Ils passèrent à la suite de leur visite. Contempler Abigail Delous occuper ce fauteuil comme s'il était à lui, même s'il l'était, serrait un soupçon les artères coronaires de Nathanaël. Il constata par la même occasion, avec une lucidité soudaine, que son esprit s'accrochait toujours à des détails puérils desquels se plaindre pour ne pas aborder le vrai sujet brûlant. Il était temps de reprendre la main et de regarder le problème en face. Il sourit. Le nouveau maître de la maison Lousse eut une seconde d'hésitation, puis recomposa son calme et lui indiqua le siège des invités. Bien dormi? J'en avais besoin.
Merci de ta patience. Permets-moi de te présenter Angeline, qui fut mon compagnon de cellule juste avant de m'en libérer. Plutôt juste avant de t'en sortir de force. Qu'importe les détails. Pour un débutant à ce poste, Abigail maîtrisait plutôt bien la fausse indifférence avec laquelle la coutume demandait que les seigneurs et dames abordassent tout dossier, y compris le plus incongru. Il haussa les sourcils et s'enquit. Le compagnon est un sylphe, je présume. Je préférerais n'importe quelle autre expression. N'êtes-vous pas un sylphe? Si, mais voyez-vous, il existe 2 mots sylphes. L'un signifie que je ne suis pas humain et qu'il convient de me traiter sans dignité. L'autre que je suis beau et libre. Les 2 se prononcent de la même manière. Lequel utilisez-vous? Je vois. Je pose la question parce que je viens de recevoir un billet de cette chère Homérine de Virive qui nous promet une facture salée pour une recherche profonde sur la mention de sylphe depuis le début de l'histoire de la Tour Éternelle et que j'ignorais qui en guirlandais. Le courant d'air changea de direction. C'est payant? Mais il y avait une autre personne avant moi et elle ne lui a rien demandé. Elle n'évoque jamais le sujet en face, cette sangsue. Que peut-elle nous réclamer? Nathanaël répondit machinalement. Une dizaine de lampes autonomes, peut-être? Veux-tu lancer la production? Non, elle les voudra personnaliser, attendons sa requête. Continuons-nous le badinage ou passons-nous aux choses sérieuses? Passons-y. Pourquoi as-tu accepté le poste de maître de maison? Rien ne t'y obligeait. Abigail parut s'étrangler. Tu as disparu du jour au lendemain. 3 jours. Ça a pris 3 jours pour nous dire où tu étais. Le conseil t'a démis sans nous en parler. Nous ne l'avons su que parce qu'il nous a réclamé de présenter un nouveau maître. Nous étions bloqués. Nous n'avions plus accès à rien. Nous devions désigner quelqu'un pour parler au conseil et Emeline a été recalée. Qu'étais-je censé faire? J'étais le dernier éligible et cela a arrangé Casiel pour ne rien gâcher. Ce qui m'obligeait à accepter, toi. Nathanaël rétrécit sur son fauteuil. Casiel est beaucoup de choses, mais pas désespéré que sa petite protégée t'épouse au point de manigancer la rupture de vos fiançailles. Que veux-tu dire? Qu'il doit y avoir une autre raison à toute cette affaire. Nat, que racontes-tu? J'étais en prison ces 6 derniers mois, t'en souviens-tu? Oui, pour tentative de meurtre. Chut, dans son esprit uniquement. Toute sa tête lui criait qu'il tombait. Il s'accrocha au bras du fauteuil. Angeline lui volta vers les oreilles. Explique-moi, s'il te plaît. Quand je bouscule des gens sur ton chemin, c'est un scandale. Mais quand tu tues quelqu'un, ça ne vaut pas la peine de le mentionner? Je n'ai tué personne. Tu as failli. Et qui donc au juste serait la victime? Comment cela, qui? Tu n'es pas sérieux. Dis-le-moi, Abby. Abigail le contemplait comme s'il était devenu fou. Gabriel Dasclay, de toute évidence. Quel mensonge! C'est faux. C'est si bas. Comment ose-t-il? Comment Sar peut-il le suivre dans ce jeu? Mais quel jeu, Nat! On t'a retrouvé avec lui ce soir-là, tu riais. Quel soir? Celui du solstice, tu riais. Je riais. Et de quoi riais-je? Gabriel Dasclay a pris feu. Tu ne faisais rien pour l'éteindre. Tu riais. On a retrouvé ton briquet sur lui. Il t'a accusé. Nathanaël sentit l'élastique de sa crédulité cassé à force d'être distendu. Tu te rends compte, j'espère, que cette histoire n'a aucun sens. J'ai pu incendier Gabriel par le passé, mais toujours au sens figuré. Me crois-tu d'humeur à rire? Les êtres humains ne prennent pas feu comme de la paille, d'abord. Tu as jeté de l'alcool sur ses vêtements, puis ton briquet allumé. Non, je regrette, cela ne rime à rien. Et où étais-je après cela? Casiel de Sar a appelé la garde et t'a fait emmener. Voilà qui est pratique. A-t-on la moindre preuve que ce feu fut réel, et non une illusion? Gabriel cache ses brûlures, mais les a présentées à plusieurs reprises. Casiel s'est blessé les mains en l'éteignant et ne quitte plus ses gants. Mensonge. Vous vous êtes fait manipuler comme des enfants. Abigail prit une inspiration, se leva de son siège, arma son bras et décocha une gifle à travers la table. Nat la réceptionna. Elle lui résonna dans l'oreille, rayonna dans la mâchoire, brûla la moitié du visage. Il y porta la main. Nous crois-tu tous stupides? Nous estimes-tu incapables de demander des preuves depuis 6 mois? Nous avions des alliés. Casiel avait commis une faute en t'enlevant. Nous avons joué tout ce que nous pouvions sur le fait que tout était faux, que cela n'avait pas pu se produire, et tout a abouti au même résultat. Les blessures sont réelles, les dégâts sur le parquet et les rideaux aussi. Les vêtements d'Asclay portent de vraies brûlures qui correspondent à ce qui a été vu ce soir-là. Aucune illusion n'a été perçue autour de ces objets. Nous avions parié sur ton innocence, et ce faisant, nous avons perdu tout levier pour t'aider. Alors la question que nous nous posons maintenant, c'est « Pourquoi l'as-tu fait? Que faisais-tu seul avec lui pour commencer ?» Le châtiment corporel et l'interrogatoire entraient tout à fait dans le registre de moyens que son maître de maison pouvait déployer contre lui. Dommage que ni l'un ni l'autre ne lui ravivassent la mémoire. 4 coups à la porte tirèrent Nathanaël de l'embarras. Abigail autorisa la personne à entrer. Il s'agissait d'un valet porteur d'un papier jaunâtre plié en 2, le genre de message rapide envoyé de maison à maison. Le seigneur de Luz congédia le domestique puis ouvrit le billet. Pour changer, cela te concerne. Son regard coula de gauche à droite et de haut en bas. Nathanaël tenta de lire le message à l'envers mais échoua, papier trop épais. Tu as vu Amandine? Je l'ai croisée. Elle a menacé de me tuer puis m'a sauvé la mise. M'en dit tout craché. Elle a parlé pour toi dans la maison de son père. La dame de fortune m'informe que, malgré l'amitié qu'elle porte à Amandine de Sar, elle et sa maison refusent d'arbitrer la querelle entre Gabriel Dasclay et toi. Je n'osais pas le leur demander moi-même, je redoutais cette réponse. Au moins la voilà dite. Il ne restait plus qu'une seule chose à faire.
Abigail le savait sans doute, quelque part dans sa mémoire, sans songer que ce cas hypothétique s'appliquait ici. Nathanaël lui rafraîchit ses connaissances des hiérarchies de la Tour éternelle. Seul le grand maître peut trancher désormais. Pour accéder à lui, Nathanaël aurait besoin de la présence du seigneur de Luce. Vu son expression, l'idée n'enchantait pas Abigail. Le grand maître. Les deux hommes sursautèrent. Ils avaient oublié Angeline. Le grand maître. Un titre pareil méritait-il une explication? Oui, merci. Soit. Les nobles de la Tour éternelle se regroupaient en différentes maisons, chacune possédant un ou plusieurs étages attribués et une spécialité justifiant sa place. À leur tête, un seigneur, une dame ou plus rarement une excellence nommée pour gérer ce petit monde et le représenter au conseil. Le supérieur des maîtres de maison, président du conseil, dernier décideur des questions relatives à la tour, s'appelait le grand maître. Qui tient le poste, un ami à toi ou à Asclay? La question n'avait pas de sens. Le grand maître était le grand maître, point. Nulle amitié ni inimitié n'entachait son jugement, son objectivité tutoyait la perfection. L'unique raison pour laquelle on hésitait à s'en remettre à lui, c'était qu'on se sentait rabaissé, tel l'enfant incapable de régler une dispute avec un camarade et forcé de confier l'arbitrage aux nourrices. S'ajoutait à cela que le jugement du grand maître était la dernière décision. Si celle-ci ne convenait pas aux parties prenantes, personne ne pouvait plus la changer. Malgré cet aspect définitif, Nathanaël de Luce, privé d'autres recours pour libérer sa famille et lui-même de l'infamie, grimpait en élévateur les étages vers la salle du conseil. À ses côtés, son cousin Abigail, nouveau seigneur de Luce, seul capable de lui donner l'accès à la salle du conseil et d'envoyer paître la garde Touraine sur leur chemin. En l'air, la présente aussi fraîche qu'ébouriffante du sylphe Angeline, une protection supplémentaire au cas où Sarre aurait décidé de remettre la main sur son évadé malgré la régularisation de sa situation. Bien entouré, Nathanaël s'autorisa le plus satisfait des sourires. Abigail repoussa les portes du conseil d'un seul geste, davantage aidée par le mécanisme hydraulique dissimulé en dessous que par l'excellence de ses triceps. Comme prévu, personne dans la salle, ni autour de la table, ni sur les balcons, sauf le grand maître. Il reposait sur son fauteuil gigantesque, noir et orné d'éclats semblables à des joyaux, surplombé par ce qui ressemblait moins à une couronne qu'à un ornement de plafond qui lui serait descendu jusque sur les yeux. Le soleil de l'après-midi qui traversait la verrière circulaire du toit ne tirait aucun reflet des cylindres torturés de la coiffe, ni aucune goutte de sueur du visage du grand maître. Nathanaël s'efforça de ne pas montrer lui non plus qu'il suffoquait. La voix cassante et sèche de leur maître à tous retentit. « Monseigneur, monsieur, je connais la raison de votre venue. Veuillez prendre place. » Nathanaël se remémora à la dernière seconde que le protocole ne lui permettait pas de s'asseoir mais le contraignait à se tenir debout derrière son maître de maison. Il s'accouda, fléchi, au siège d'Abigail. « Bien. Vous souhaitez obtenir mon jugement sur cette horrible affaire. Je vous écoute. » Ils avaient déjà préparé leur argumentaire ensemble, mais comme le protocole l'exigeait, Nat feignit de donner connaissance de ses récriminations à l'oreille de son seigneur. Abigail les répéta. Monsieur de Luce, alors monseigneur de Luce, a été enfermé en isolement complet dans une cellule pourvue d'un mirage destiné à aggraver son vertige notoire, sans procès, à la suite d'un accident dont il ne conserve aucun souvenir. Peu importe l'accident, il s'agissait d'une punition arbitraire, cruelle et disproportionnée. Elle a duré 6 mois, et si elle n'a duré que 6 mois, c'est parce que monsieur de Luce a pris l'initiative d'y mettre un terme. À noter que la garde Touraine, sous les ordres de son commandant le seigneur de Sarre, a manifesté son intention de ramener monsieur de Luce dans la dite cellule pour prolonger la dite punition arbitraire, cruelle et disproportionnée. Nous demandons réparation. Revenons sur l'accident que vous prenez soin de ne pas nommer. De votre côté, quelle réparation avez-vous proposé à Gabriel d'Asclay? Et qu'a-t-il demandé? Le grand maître ne répondit pas. Je vais vous le dire. Il a demandé à son ami Casiel de Sarre de capturer et de torturer Nathanaël de Luce. Son souhait a été exaucé, 6 mois durant. Les réparations exigées à la maison Luce n'en sont-elles pas déjà effectuées? Ce qui reste à régler dans cette affaire, c'est que le seigneur de Sarre, lui, n'avait le droit ni d'enlever le seigneur de Luce, car tout cela ressemble bien plus à un enlèvement qu'à une arrestation, ni de lui faire subir le traitement qui lui a été infligé en prison. Où sont nos réparations? Si nous parlons de droit, ou plutôt de devoir, le commandant des gardes a l'obligation de défendre la tour éternelle contre les attaques. Monsieur de Luce a agressé monseigneur d'Asclay. Sarre a défendu un seigneur de la tour contre un individu dangereux. De façon cruelle et disproportionnée. 6 mois d'isolement, 6 mois de supplice, 182 jours. Le concevez-vous? Nul n'ignore le différend entre Luce et Asclay. Tenter de tuer Gabriel n'était-il pas cruel et disproportionné en comparaison des enjeux? Abigail baissa la tête. Leur argumentaire coinçait là. La tentative de meurtre avait tant choqué la tour que la rumeur allait plutôt dans le sens de la compassion envers Casiel de Sarre. Attraper la source du problème, la mettre dans une boîte, l'oublier, car trop énorme pour être affronté. Qui n'en avait jamais fait autant? Toutefois, on attendait mieux du grand maître. Nathanaël prit le risque de hausser le ton.
Notez bien, mon très cher maître, que primo, je n'ai tué personne, et secondo, vous sous-estimez les enjeux de la controverse. Asclé a lui raccourci la vie d'une quantité de monde sans jamais être enfermé nulle part. J'ai défendu l'idée qu'il faudrait peut-être mettre un frein à son trafic de drogue, mais une moitié du conseil est déjà sous influence et ne veut plus s'en défaire. Soudain, quelle coïncidence, on me sort du jeu, on me retire de la vie politique, de la vie mondaine et de la vie tout court. Parlons-en. Le grand maître soupira. Bien sûr, comme le seigneur de Luz ne s'est pas exprimé, je n'ai rien entendu. Oh, miséricorde. Mais je vous passe cette erreur et je vais vous répondre. Qu'une invention de fait eût hypothétiquement permis à Gabriel d'Asclay d'asseoir sa victoire dans le duel d'opinion qu'il oppose à Nathanaël de Luz ne signifie pas que Gabriel d'Asclay a inventé des faits, si ceux-ci ont bien eu lieu. Pour rester gentil, votre idée confine à la théorie du complot. Trouvez-vous-en une autre, ou expliquez-moi ce qui la rend plus crédible que celle-ci. Nathanaël de Luz constate que le Conseil ne lui donnera jamais raison. Nathanaël de Luz décide d'éliminer son ennemi politique afin de faire triompher ce qu'il perçoit comme la justice. Nathanaël de Luz jette un saladier d'alcool et son briquet allumé sur Gabriel d'Asclay en toute connaissance de cause. Nathanaël de Luz prétend ensuite ne se souvenir de rien, dans l'espoir qu'on impute son amnésie miraculeuse à son ébriété d'alors et qu'on le dédouane de son geste. Nathanaël resta les doigts crispés sur le dossier de la chaise d'Abigail. Ce dernier reprit la conversation en cours. Mais avons-nous des témoins directs à part les deux concernés? Excellente question. Il y a mes systèmes. Comment? Ne vous méprenez pas. Je fais surveiller la tour éternelle, mais je ne puis me permettre d'être conscient de tout ce qui s'y déroule en permanence. Je n'ai pas vu la scène. Je peux trouver les images que je possède de la soirée du solstice d'hiver. Toutefois, elles datent du semestre dernier. La recherche dans mes archives personnelles prendra du temps. Rentrez chez vous. Je vous ferai demander quand j'aurai mon témoignage à ajouter à la discussion. Abigail se leva. Nathanaël suivit. Angine lança à mi-voix. Toutes ces paroles et aucune avancée. Cette réunion aurait pu être un message. Qui a parlé? La double porte du conseil claqua au nez des Luz. Ils se retournèrent d'un seul mouvement vers le grand maître. L'expression sur son visage ne reflétait pas la fureur de ses mots. Répondez-moi, ce n'était aucune de vos deux voix. Qui a parlé? Qui avez-vous amené avec vous? Angine répondit de lui-même. Bien bonjour, grand maître. Je suis le vent. Le grand maître hurla sans ouvrir la bouche. Comment osez-vous? Sortez cette abomination! Vous avez verrouillé la porte. Sortez-le, ne bougez pas. Les joyaux du trône noir s'éteignirent. Celui qui y était assis leva le bras et désengagea les verrous qui maintenaient la partie du siège située au-dessus de sa tête. La chaise compliquée s'ouvrit et laissa sortir le vieil homme. Il se leva, s'étira et croisa le regard de Nathanaël. Ce dernier remarqua qu'il avait les yeux d'une nuance noisette et que c'était la première fois de sa vie qu'il les contemplait. Le vieillard sourit. Plus on l'observait, plus on échouait à ignorer les signes de son âge. Toutefois, son air alerte détonnait. Un homme si vieux aurait déjà dû perdre la vue et sombrer dans la démence. Ainsi en allait-il des nobles de la tour. Salut! Sacré caractère, hein! Ne vous inquiétez donc pas, le gros machin finira bien par se calmer. Laissez-moi vous rouvrir la porte. Il se retourna et enclencha un mécanisme dans le siège noir. L'entrée du conseil fut de nouveau dégagée. Loin de partir, les Luz et Angine restèrent sur place, la même incrédulité partagée. Le vieux devina leurs questions avant qu'ils ne les formulassent et leur répondit. Je suis la doublure du grand maître. Navré pour l'hypocrisie du décorum, il ne peut pas passer une partie significative de ses journées à faire de la figuration dans la salle du conseil. Du coup, c'est moi qui m'y colle. Vous me l'avez énervé, mon petit sylphe. Il va être intenable. Est-ce que nous nous connaissons? Pas exactement, mais je vous ai sorti de votre bocal dans la cellule de monsieur. Bonne fin de journée, je ne vous retiens pas. Il les salua de la main. La protestation générale s'exprima à travers Angeline. Pardon? Vous vous imaginez que vous pouvez révéler être la raison de ma libération et nous congédier sans rien dire de plus? Oui, je me l'imagine. Le courant d'air s'affola. Le vieil homme concéda. Ce n'est pas bien compliqué. Le grand maître vous a confisqué au Talas il y a v'là le temps, vous êtes resté dans un bocal sur une étagère, et j'ai ouvert le bocal dans l'aération de la cellule de monsieur de Luz. À une prochaine. Tandis qu'Angeline échouait à former des phrases et peuplait le courant d'air de syllabes désarticulées, Nathanaël reprit la main. Pour l'ordre des événements, d'accord, mais qu'en est-il de vos motivations? Outrepassais-je la modestie, en supposant que vous nous désiriez tous deux hors de nos prisons respectives? Non, vous n'outrepassez pas. Au revoir. Oh, morte Célène! Abigail lui posa une main sur l'épaule. Si tu veux mon avis, ce n'est pas la peine d'insister. Ce mystérieux inconnu se donne beaucoup de mal pour rester mystérieux. Ah, l'insulte déguisée. Vous êtes vache. Désolé, je n'ai pas le temps de vous faire un exposé. Disons que je vous en raconterai plus à notre prochaine rencontre. Pourriez-vous partir? Le vieil homme grimpa le long de la chaise et disparut à travers une trappe du plafond. Faute de motivation suffisante pour le suivre, Nat, Abby et Angeline abandonnèrent la partie et rentrèrent à la maison. Abigail laissa Nathanaël à la porte de son bureau. Tu m'excuseras, j'ai du travail. Va saluer la maison. Formulé ainsi, il s'agissait d'un ordre. Au souvenir de l'accueil glacial qu'on lui avait réservé le matin, Nathanaël frémit. Une brise froide sur sa nuque répondit à sa chair de poule. Oui, Angeline? Puis-je te tenir compagnie? Si cela te chante. Je ne sais pas si cela me chante. Alors débrouille-toi.
Sauf lourde commande exigeant le branle-bas de combat de la maison entière, les Loos vivaient souvent chacune de leur côté en journée. Nathanaël déambula au hasard à la recherche de membres épars de sa famille et eut la surprise de tomber sur un comité. Dans la bibliothèque couleur de vieux rose l'attendaient son oncle Ariel, sa tante Mazarine et son cousin Judicaël. Ils l'assirent dans l'un des fauteuils d'un cercle improvisé. Judicaël sortit du placard un tableau noir et une craie. Raconte, comment cela s'est-il passé? Nathanaël leur narra l'entrevue. Son cousin la schématisa en gros blocs reliés par des flèches. Mazarine résuma. « L'attitude du grand maître confirme nos craintes. Il croit que ton combat contre Asclé est motivé par des intérêts personnels. Sa neutralité l'oblige à ne pas te donner raison. » Nathanaël leva les bras au plafond. « Je suppose qu'en prenant la défense de tous, je prends aussi la mienne au passage. Qui puis-je » Changer de stratégie. Judicaël récapitula. Tu as tenté de prouver la dangerosité des produits, tu as proposé un projet de loi les réglementant, tu as pactisé avec les maisons qui ne pouvaient déjà pas supporter Asclé pour d'autres raisons, et tu as commis une tentative de meurtre sur le seigneur d'Asclé. Nathanaël fronça les sourcils. Ses relations avec Judicaël représentaient bien l'ironie de l'éducation des enfants. À la nurserie, pour respecter la règle qui refusait qu'on informât les jeunes nobles sur leur nom de famille, les nourrices ne les avaient pas prévenus qu'ils vivraient dans la même maison à l'âge adulte. L'auraient-elles fait? Peut-être eussent-ils tâché de ne pas s'insupporter au lieu de se ruiner mutuellement l'existence à coups de menaces de mort et de lits pliés en portefeuille. Sous le choc de la découverte de leur lien de parenté, à leur retour dans la maison de leur père, ils avaient déclaré la trêve sans devenir amis. Chaque fois que Judicaël le prenait en faute ou l'asticotait, Nathanaël se demandait si son cousin démontrait là son appui aux intérêts de la maison Loos ou s'il continuait le jeu de tortionnaire initié à la nurserie. Un peu trop sur la défensive à son goût, il répartit. « Pour la dernière fois, je n'ai pas... » Peu nous chaud que ce soit arrivé ou pas, l'important est ce que la tour croit. Ton objectif est de sauver des vies, sais-tu ce que tu as oublié de faire? Nathanaël resta quoi? Son oncle Ariel compléta à sa place. Sauver des vies. Je ne... Quel est le sens de ceci? C'est Gabriel qui les empoisonne et c'est moi qui devrais être tenu responsable? Par où même commencer? Les spécialités de la maison Loos ne vont pas nous aider. Mazarine insista. C'est une question d'image, mon neveu. La tienne est celle d'un homme prêt à tuer pour gagner une dispute. Nous avons besoin de l'adoucir. Vous ne m'auriez pas traîné en réunion par la ruse si vous n'aviez pas déjà une idée derrière la tête. Dites-la moi. Judicaël abandonna le peaufinage de son schéma et exposa. Il y a une personne, notoirement dévastée par les drogues d'Asclé, envers qui tu as des responsabilités filiales. Vous n'êtes pas sérieux. Mazarine soupira. Crois-moi, je comprends ta haine, mais il faut reconnaître que cette femme forme un bon levier. Nathanaël, au point où nous en sommes, convaincre le conseil et le grand maître de tes intentions passera par une main tendue à ta mère. Angeline de Coq était bannie de sa maison. Protégée par Gabriel d'Asclé depuis des années, elle dormait plutôt chez les Sarres. On racontait qu'elle recevait moins d'hostilité dans la maison des gardes que dans la maison des médecins. On comprenait que Sarre se moqua de sa réputation de femme qui avait tenté de prendre le poste de maîtresse de maison par la force quand le commandant disposait d'une petite armée personnelle pour le protéger de cette menace. Un message transitant par Casiel de Sarre risquait de se perdre en chemin. Nathanaël de Loos choisit d'aller transmettre sa bonne volonté à sa mère en personne. En plein chez la garde de Touraine, donc, qui désirait sans doute se venger de lui pour les événements de la nuit de son évasion. Son oncle Ariel décréta qu'il allait l'accompagner d'un débonnaire. Ne t'inquiète de rien, petit bonhomme, j'ai encore mes entrées là-bas. Le petit était ironique, le neveu dépassant l'oncle d'une demi-tête. Les entrées étaient, elles, féminines. Dans sa jeunesse, Ariel avait séduit les demoiselles de la tour avec acharnement. La plus grande surprise dans l'histoire, c'était qu'aucune de ses conquêtes ne le lui reprochait. Si l'on suggérait, en matière de plaisanterie, qu'il s'était trouvé une femme dans chaque maison, on subissait un laïus sur le fait que ses compagnes ne constituaient en aucun cas des pièces dans une collection et que quiconque les traiterait comme telles aurait affaire à lui. Puisque son succès romantique rejaillissait sur Loos et participait à faire d'elle une maison appréciée dans la tour, sa famille lui passait l'excentricité. Oncle et neveu filèrent du 84e au 48e en élévateur, puis trouvèrent les escaliers de service et descendirent 3 étages, de quoi éviter l'entrée principale de la maison Sarre. Ariel abandonna Nathanaël à patienter sur place et partit chercher l'une de ses maîtresses. Nat se plaqua contre un mur et projeta une illusion du papier peint devant lui, tâchant de rester discret pour ne pas ameuter toute la maison. Il la trouva mal maîtrisée, cette illusion. Il s'en frustra. Quelque part au milieu de sa fuite, il avait senti sa prise sur ses propres pouvoirs s'amoindrir, sans qu'il sût si cette perte de contrôle devait à une faiblesse du corps ou un tracas de l'esprit. Après 6 mois d'isolement, il imaginait l'un ou l'autre sans peine. Il laissa tomber son idée de mur, ferma les yeux et souhaita disparaître. Ariel revint, Roselyne de Sarre à son bras. La vieille demoiselle souriait en se mordillant le coin de la lèvre, une expression qu'on envisageait mieux sur une femme plus jeune. Nathanaël se demanda si son oncle s'était échangé lui-même contre leur droit de passage. Cela lui aurait ressemblé. Tant qu'il était heureux ainsi, pas de quoi s'affoler. Les Loos savaient à quel point il avait besoin de ce bonheur, en règle générale, dans sa vie. Riri me dit que vous voulez vous réconcilier avec Angie. Excellente idée, cela lui ferait le plus grand bien.
Je vous amène à sa chambre, suivez-moi. Bien entendu, cela restera entre nous, n'ennuyons pas Monseigneur avec vos affaires de famille. Ne faites pas attention au bazar, les gardes ne savent pas ranger. » Nat confirma auprès de son oncle qu'il avait omis de préciser la dimension politique de leur rapprochement. Une bonne initiative. La porte d'Angeline était étanche. Nathanaël s'en trouva perplexe. Roselyne expliqua. Quand elle est dans ces états, Angeline baffe ses illusions partout. Vous connaissez sa puissance, elle empêchait la maison de travailler. Nous lui avons réservé cette pièce infranchissable à l'illusion et tout le monde est content. Elle toqua, puis déverrouilla le sas. Nathanaël et Ariel entrèrent dans un palais couvert de livres du sol aux voûtes. Il a de la barre, celui-là. Ta mère ressort ce mirage depuis... avant ta naissance, même. Roselyne referma la porte étanche. Nathanaël et Ariel avancèrent vers la silhouette couchée d'Angeline de Coq. Elle roula ses yeux vers les nouveaux arrivants. Ils se remplirent de larmes. « Daniel !» Ariel secoua la tête en signe de dénégation, tandis que Nathanaël serrait les dents de honte. Le sourire de sa mère s'évanouit. La gémellité d'Ariel et Daniel Delousse faisait l'objet de plaisanteries depuis leur naissance. Elles avaient tourné à l'aigre depuis la mort de Daniel. Ariel continuait de vivre, conscient que certains ne le verraient jamais que comme un fantôme. Nathanaël tâchait de ne pas faire partie du nombre. Sa mère n'avait pas ce tact. Elle s'assit en s'emmêlant les jambes dans sa robe, la même qu'au bal du solstice. « Ariel ? Pourquoi Ariel ? Cela n'a aucun sens. Je ne pense jamais à lui. »« Mère, miséricorde, reprenez-vous !» Angeline bondit en arrière, se rattrapa en catastrophe sur ses bras tremblants. « Vous êtes ici, vous ?» Elle perdit ses mots puis cria sur une note perçante. « Tenez-vous-en ! Ne me regardez pas !» Bien sûr, Angeline. Portez-vous bien. Ariel saisit Nathanaël sous le bras et le poussa vers la sortie. Nat jeta un dernier coup d'œil en arrière. La main serrée sur le cœur, sa mère le contemplait avec un air de stupéfaction. Il la salua une dernière fois, tenta un sourire, puis rentra chez lui. Faute d'une meilleure idée, Angeline Le Sylphe occupait le plafond du bureau d'Abigail Delousse. Il fit le compte des bibelots sur les étagères et nota que le seigneur n'avait pas eu le temps de ranger tout ce qu'il avait envoyé voler lorsqu'il avait maîtrisé les gardes-braquards et Chapuis, un jour auparavant. Un pliage de papier décolla de la bibliothèque et alla se plaquer au plafond. Abigail leva les yeux de son travail et contempla le phénomène. « C'est moi. Je ne l'ai pas fait exprès. » L'homme sursauta. « Vous êtes là, vous ? Oui, Mais depuis quand ? depuis le départ de Nathanaël. Je voulais vous parler mais pas vous interrompre. » Le seigneur lui fit signe de prendre un siège. Faute de fessiers à poser dessus, Angeline envoya le fauteuil cogner contre le mur, presque par inadvertance. « Navré. Ce n'est pas grave. Que désiriez-vous ? Je protège Nathanaël. Vous le protégez aussi. Mettons-nous d'accord sur un plan. » Eh bien, nous avons passé le stade de casser la tête de tous ceux qui se trouvent sur son passage. Vos compétences me semblent mal adaptées à la négociation qui vient. C'est terrible. Je ne suis pourtant pas un élémentaire de violence. Pourquoi vous autres créatures inférieures vous autorisez-vous sans cesse à m'y réduire ? Parce que c'est ce que les gens ont retenu de leur rencontre avec vous. Ce n'est pas une raison. Abigail haussa les épaules et changea de sujet. Je n'ai pu m'empêcher de noter l'animosité de notre grand maître envers vous. L'avez-vous rencontré par le passé ? Je ne m'en souviens pas. L'homme à ses côtés disait me connaître. Qui est-il ? C'est amusant, je n'en ai aucune idée. Je croyais qu'il était le grand maître. En 5 mois de conseil, personne ne m'a jamais expliqué le contraire. Après, je ne vous cacherai pas qu'on ne m'explique pas grand-chose. Je soupçonne que les autres maisons préfèrent savoir Luce un peu perdue dans la transition plutôt que sur le qui-vive et prête à déployer des sanctions comme sous Nathanaël. L'homme nous en dira davantage quand nous le reverrons. Y croyez-vous ? À votre place, j'y compterai pas. Angeline réalisa qu'Abigail n'avait pas répondu à sa question et la répéta. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Nathanaël ? N'agressez plus personne en son nom, cela suffira pour le moment. Sauf s'il y a danger. Pouvons-nous vous faire confiance pour analyser la situation et mettre en place une réponse proportionnée ? Je connais la définition de chacun de ces termes. D'accord, tenez-vous tranquille. Comment est-ce que vous comptez m'y contraindre ? S'agit-il d'une remarque sur votre non-appartenance à ma maison ? Parce que je vous rappelle que vous avez commandé une recherche aux archives et que c'est sur mon bureau qu'elle parviendra. Le sylphe entendit la menace et, à bout de mots, oublia de contenir sa tempête. Pourquoi s'infligeait-il une interaction pareille avec un être humain déjà ? Je te jure que je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu sois sorti de prison et hors de danger. Il se calma. Abigail Delousse sortit de sous son bureau et contempla l'annihilation de son travail. Il prit appui sur le fauteuil, se releva et ouvrit sa fenêtre. Elle claqua aussitôt. Navré, je n'ai pas fait exprès. Voulez-vous... Avez-vous besoin de parler à quelqu'un ? De quoi ? Je n'ai rien d'autre à dire. Abigail se tut, ramassa le premier objet qui passait et, bout par bout, rangea son bureau. Dès son retour dans sa maison, Nathanaël Delousse fut embarqué par son oncle vers un petit salon vert. La bibliothèque habituelle ne devait pas être assez discrète. Mazarine et Judicaël y prenaient le thé en les attendant. La table de 2 devint une table de 4 et Ariel résuma la prise de contact avec leur cible. Nat, peu intéressé par le récit des événements auxquels il venait d'assister, visa en son fort intérieur la liste des membres de sa maison. Emmeline lui était perdue.
Elle n'exprimait aucun doute sur sa culpabilité, et si elle pouvait le croire capable de meurtre, quel genre d'amitié pouvait-il conserver avec elle? Il savait d'avance qu'il regretterait cette rupture, mais il ne pouvait pas laisser ce regret lui lier les mains. Abigail avait paru sur le point de l'abandonner. Amandine n'avait-elle pas dit que des rumeurs de bannissement couraient? Mais ils avaient pu éclaircir la situation. Plus de problème à prévoir de ce côté. Le trio d'ennuyeux, les 2 anciens Mazarine et Ariel et son cousin Judicaël, semblaient déterminés à lui porter secours. Moins par amitié pour lui que pour sauver leur propre réputation. C'était de bonne guerre. La grande absente jusqu'à présent était sa cousine Églantine. La fille de cette dernière, Martine, aussi, mais à son âge elle ne pouvait que suivre les directives de sa mère. La fuyait-elle? Était-ce un hasard, un accès de colère qu'il pourrait étouffer? Il fallait qu'il la rencontrât, qu'il évaluât la situation. Par coïncidence, à ce point de son train de pensée, Martine entra dans le salon. Elle escortait Angeline de Coq. Lavée et maquillée de frais, en habit propre, elle sourit à l'assemblée. On aurait pu croire à de l'insolence de sa part, mais son fils reconnut ce qui passait chez elle pour de la timidité. Mazarine fit la moue, se leva et partit. Ariel la suivit, prétextant son désir de laisser son neveu et son ex-belle-sœur discuter. Judicaël ne se donna pas la peine de formuler une excuse et embarqua Martine avec lui. Cette dernière eut un marmonnement désolé qui acheva de convaincre Nathanaël qu'elle n'était pas autorisée à lui adresser la parole. Restèrent Angeline et lui. Sans plus de façon, elle s'assit sur un des sièges, saisit une tasse de porcelaine et s'y servit du thé. Le geste agaça Nathanaël. Mais si sa mère traitait son environnement comme un vaste buffet, il dut reconnaître qu'il ne s'agissait que d'une tasse de thé. « Voulais-tu parler ?» Nathanaël songea qu'il aurait eu mieux fait de consacrer les dernières minutes de sa vie à préparer son texte. Il lança. « Comment vas-tu » Angeline le considéra comme si elle pesait les sous-entendus de la question. Elle sirota sa boisson puis répondit. « Bien, si on nommait que vous avez laissé infuser cette horreur beaucoup trop longtemps. Et toi ?»« Je me remets de mon séjour en prison. » Elle enfouit son nez dans sa tasse. Regrettait-elle? C'eût été une information nouvelle. Es-tu certaine que tout va bien ? Pourquoi es-tu venue me saluer ?» Vu le ton, elle revenait à la réalité que son fils n'aurait pas agi sans intention dépassant la piété filiale. Mentir, jouer franc jeu... Nathanaël tenta un compromis. J'ai perdu beaucoup de crédibilité. On m'a rappelé que je ne remplis pas mes devoirs envers ma mère. Je venais proposer la paix et je te trouve... Dans la grande paix, je vois. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est difficile, tu sais, le bannissement. Ne plus avoir de maison sur laquelle se reposer et vivre de la charité d'autrui. Quand je peux oublier, je le fais. D'accord, c'est donc exactement ce que je crois. D'un geste vif, Angeline s'effaça l'eau dessous les paupières. Elle ricana. T'a-t-on vraiment blâmé d'avoir négligé une bannie ? Tu dois être plus détesté que je ne le pensais. Je sais ce que tout le monde me reproche, fils. Tu étais dans ton droit. Je n'espérais aucun pardon et j'acceptais mon sort. Sa lèvre trembla tandis qu'elle ajoutait. Et tu oses te présenter devant moi ? Me faire croire que je mérite ta miséricorde ? As-tu la moindre idée de ce que cela me fait ? Si ce n'est qu'une manœuvre politique, mon cœur va se briser, Nathanaël !» Il tapota sa main crispée sur son genou. Elle saisit la sienne et s'y accrocha. Ils posèrent leur tasse de thé. Un courant d'air siffla entre eux deux. Nathanaël appela. « Angeline ?» Rien ne vint lui répondre. La porte du salon battit contre le mur. Il se leva et partit la fermer. À côtoyer un élémentaire, j'en ai oublié l'existence du vent. Angeline reprit contenance et battit des cils, curieuse. « La rumeur dit-elle vrai ? Lui as-tu donné mon nom à ce sylphe ? Une inspiration du moment. Comment suis-je censée le prendre ? Avec indifférence. Il doit bien y avoir une dizaine d'Angelines dans toute la tour. Et je ne leur adresse pas la parole par principe. » T'en rends-tu compte ? Nous discutons depuis une bonne minute et nous ne nous sommes pas encore sautés à la gorge. Que nous arrive-t-il ? Oh pauvre chérie, la discussion intelligente t'a toujours fatiguée. Je te comprends, bien des gens regrettent de me donner l'occasion de leur démontrer leur tort. Nathanaël retint son offuscation, puis l'éclat de rire qui voulait suivre. Sa mère ne se gêna pas pour manifester son hilarité. Il revint s'asseoir à côté d'elle et se servit davantage de thé. Décidément, tu es d'une compagnie délicieuse. Il suffit de ne pas te laisser approcher le bureau d'un maître de maison et tout se passe bien. Sa mère accusa la pique. Son expression offensée dégénéra en tristesse morne. Je comprends la plaisanterie, mais je tiens à rappeler que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Profiter de la mort de mon père pour prendre le contrôle de Luce. J'aurais dit que tu l'avais fait malgré moi. Si par prendre le contrôle, on entend abattre le travail à ta place quand tu n'avais plus le courage de te lever le matin, eh bien je l'admets, oui. Si on m'a attribué le mauvais rôle dans cette histoire, c'est à cause d'une bête erreur de jeunesse. Une erreur qui consistait à tenter de prendre le contrôle de la maison Coq. J'étais jeune. Angeline perdit son regard dans le vide, un sourire asymétrique au coin des lèvres. Nathanaël ne sut comment interpréter son expression. Je n'étais même pas bannie pour toujours. Le savais-tu ? La dame de Coq m'a promis que si j'avais une fille, elle serait accueillie dans la maison et moi avec. J'ai échoué. Nathanaël laissa retomber sa tasse dans sa soucoupe. On lui en avait raconté des corsets sur l'esprit détraqué de sa génitrice, mais jamais encore il n'avait entendu dire qu'elle regrettait d'avoir donné naissance à un garçon. Sa mère s'inquiéta de sa réaction, puis comprit. Mais non, pas toi.
Tu ne t'en souviens pas? Tu devais être trop petit. Ton père et moi sommes venus te voir à la nurserie. Je voulais que tu saches que tu allais avoir une petite sœur. Quelle sœur? Aucune. J'ai perdu le bébé. Angeline contemplait à l'intérieur de sa tasse. J'ai perdu le bébé et Daniel m'a abandonnée. Jamais été de taille à affronter la vie. Lâche. Mais tu n'aimes pas qu'on critique ton père, alors je vais me taire, n'est-ce pas? Nathanaël se força à ne rien répondre qui ruinerait la tentative de réconciliation. Angeline finit son thé et reposa sa soucoupe sur la table. Je ne lui ai jamais pardonné, je n'ai pas porté son deuil, j'ai pensé que c'était bien fait pour lui, mais cela n'a jamais été à ton propos, mon chéri. Je ne suis qu'une vieille femme stupide, assez stupide pour confondre son fils avec un meurtrier de sang-froid, en oubliant que son père et elle ont mis le meilleur de leurs horribles personnes en lui. Tu ne pourrais pas me faire de plus grand honneur que de m'adresser de nouveau la parole. Pourrons-nous nous revoir? Une prochaine fois. Prendras-tu soin de ta santé? Angeline ricana, se leva de son siège et trouva seule le chemin de la sortie. Le message du grand maître arriva le lendemain matin. Il ne convoquait pas le seigneur de Luz, uniquement Nathanaël. Abigail s'en inquiéta. Angeline aussi. Eh bien, il semble qu'on me prenne enfin au sérieux là-haut sans qu'il soit besoin de me flanquer d'un chaperon. Sans plus d'inquiétude, Nathanaël de Luz se présenta seul au grand maître. Merci d'être venu si vite. J'ai retrouvé mes images de la soirée du solstice d'hiver. Consultons-les ensemble. Le plateau de la table du conseil disparut. Le grand maître illusionnait dessus. Il parut à Nathanaël que son œil considérait une salle comme s'il était accroché à un angle du plafond. 2 personnes entrèrent. On remarquait surtout leur chevelure blonde, l'une un peu plus claire que l'autre, de cette nuance qui indiquait la présence d'une quantité non négligeable de cheveux blancs. Nathanaël reconnut sur l'autre la chemise qu'il portait au sortir de sa cellule. Le plus vieux servit 2 verres, pris sur un buffet qui proposait diverses assiettes de petits fours et un saladier bleu céruléen. Les domestiques utilisaient cette couleur pour signaler que l'alcool était très fort, sans parvenir à éviter les conséquences de la descente très raide de la noblesse. Un visage apparut une seconde à l'image. Gabriel Dasclay passa un verre à la silhouette encore anonyme, puis l'angle redevint défavorable à son identification. Les 2 figures burent l'une à côté de l'autre un moment, à une distance qui suggérait qu'elles ne s'étaient pas isolées par amitié. Pas de son dans une illusion, mais on distinguait les mouvements des corps et des bouches. Une discussion se jouait. Animé, l'homme à la chemise beige théâtrale couvrit son visage de ses mains sans prendre la peine de reposer son verre avant. Son interlocuteur voulut lui proposer un morceau de la nappe pour s'essuyer. Chemise beige lui enjoignit de s'éloigner, les gestes confus. La peur suintait de lui, une terreur spontanée envers Gabriel Dasclay. Ce dernier ignora la manifestation de panique et continua de s'approcher. L'homme en détresse se retrouva acculé contre le buffet, fouilla la table de ses mains, se saisit du saladier bleu et le jeta devant lui. Prendre un récipient en verre de cette taille au visage sonna Asclay, qui tomba à la renverse. Il se remit debout et attrapa l'autre homme par le col. Celui-ci tenta de le repousser, échoua, fouilla sa poche et en sortit son briquet. Un oiseau géant se posa dans la pièce et picora les 2 hommes à mort. Monsieur de Luz, pour quelle raison avez-vous interrompu ma projection? Nathanaël, faute de pouvoir regarder le grand maître, adressa un sourire à sa doublure verrouillée dans le fauteuil noir. Je tenais à nous rappeler à tous 2 qu'une illusion n'est jamais qu'une illusion et que rien ne m'oblige à croire ce qu'elle me montre. Le silence s'éternisa une seconde de trop. Donc vous me traitez de menteur. Non, je dis que vous avez pu, comme le reste de la tour, être abusé. Donc vous me traitez de naïf. Assez subtil, une illusion peut fourvoyer n'importe qui, même vous. Donc vous me traitez d'incapable. Nathanaël frappa du plat de la main sur la table. L'oiseau illusoire en sortit pour se poser sur son poing. Il feignit de le caresser. N'en faites pas une affaire personnelle, grand maître. Ce que je dis, c'est que la manipulation des images est une spécialité locale. Se reposer sur une telle démonstration ne peut que nous induire en erreur. Avez-vous perdu tout sens commun? Vous êtes venu vous-même réclamer mon jugement. Et dès lors que vous soupçonnez qu'il ne vous plairait pas, vous souhaitez vous en défaire. Par ailleurs, vos affaires me sont personnelles, Luz. Tout ce qui déstabilise l'équilibre éternel de la tour me concerne. Je n'imaginais pas que vous choisiriez de faire reposer votre jugement sur les images d'un système de surveillance dont je n'avais même jamais entendu parler et dont l'authenticité paraît douteuse. J'aimerais être pris au sérieux. Mais je vous prends très au sérieux. Votre réaction confirme mon opinion de vous. Le feu est de votre caractère. Vous incendieriez la tour entière pour imposer votre idée du monde. Qu'est-ce qu'un seul de vos ennemis en comparaison? Nathanaël eut l'intelligence de retarder la réplique qui voulait jaillir, mais pas celle d'en trouver une meilleure. Non, vous vous trompez. Encore une fois, vous m'affirmez mon incompétence sans prendre la peine de la prouver. Ne vous reste-t-il aucune trace d'humilité? Que puis-je donc faire de vous? De vous et de votre pauvre, pathétique déni. Nathanaël comprit trop tard l'ampleur du mépris dans la voix du grand maître. Voici mon jugement. Tentative de meurtre ou triste accident, vous ne regrettez pas les événements du solstice d'hiver. Vous n'avez aucune intention de réparer vos torts. Somme toute, vous ne désirez pas changer.
Je n'ai ni plus de temps à vous consacrer, ni de place pour une personne telle que vous entre ces murs. Aussi, Nathanaël de Luz, je vous bannis de la tour éternelle. Vous n'êtes plus autorisé à y résider. Je vous laisse un jour pour préparer votre départ. Votre bannissement ne sera annoncé que demain pour laisser votre maison s'accoutumer à l'humiliation. Veuillez vous retirer. Nathanaël resta figé. Vous imaginez-vous pouvoir me tenir tête sans conséquence, que rien de pire ne peut plus vous arriver? Pensez à votre famille. J'allais partir. Pardonnez ma lenteur. Il fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Sa tête pulsait, sa vision se brouillait. La double porte du conseil s'ouvrit devant lui. Derrière attendaient Abigail et Amandine. Les voir ensemble tenaient de l'ordinaire autrefois. Nathanaël apprécia la force de leur amitié envers lui pour qu'ils se côtoyassent ainsi, interdits l'un à l'autre. L'entrée de la salle du conseil se referma dans son dos. Abby osa parler. Que s'est-il passé? Est-ce que la doublure a dit quelque chose? Angeline était présent. Nathanaël en ressentit de la gratitude. Abigail plaqua ses mains sur les joues de Nathanaël. Ce dernier remarqua alors à quel point elles étaient glacées. Il se laissa tomber dans les bras de son cousin et annonça dans un murmure. « Je suis banni. » Quoi? C'est absurde. Je suis le seul à pouvoir te bannir de notre maison. Pas de Luz, de la tour. Amandine émit un cri horrifié. « Je suis si désolée, je ne pensais pas que Fortune refuserait, je n'imaginais pas que le grand maître... » Calme-toi, Mandy. Ce n'est pas ta faute. Nathanaël se redressa. J'ai échoué à convaincre. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour me défendre. Je n'ai nul autre à blâmer que moi-même. Alors ça, ce n'est pas garanti. Le petit comité chercha qui venait de prononcer ces mots. Angeline le repéra le premier. Le vieil homme de la veille, la doublure du grand maître, la tête et un bras dépassant d'une bouche d'aération, les salua d'un geste de main. J'ai 5 minutes à vous consacrer avant que le grand machin ne remarque mon absence et je voulais vous voir, monsieur de Luz. Et c'est à quel sujet, cher inconnu? Voyez-vous, je pratique le grand maître depuis des années. Officiellement, il est impartial, mais dans cette affaire, ses leviers ont été tirés. Je peux lui faire remarquer la défaillance de son jugement et négocier l'annulation de votre bannissement. Nathanaël retrouva la lumière. Vraiment, le pouvez-vous? Oui, mais en échange, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Nathanaël sentit son visage passer d'émerveillé à narquois plus vite que son humeur. Bien sûr, pourquoi lui aurait-on accordé une faveur gratuite? Dites-moi de quoi il s'agit, l'ami, et je verrai ce que je peux faire. J'ai besoin que vous rendiez visite à quelqu'un et que vous lui donniez de mes nouvelles. Voici son adresse. La doublure envoya un planeur de papier jusqu'à eux. Amandine le saisit au vol, le déplia et le confia à Nathanaël. Magda Morez, Finca de los Tulipanes, Puente Azul. Que dois-je dire à cette personne? Que son frère est en vie, qu'il ne peut pas la rejoindre et qu'il l'embrasse. Très bien, je le ferai. Vous fallait-il autre chose? C'est tout ce dont j'ai besoin, merci. Je dois reprendre mon poste. Belle journée à vous. Le vieil homme s'évada par le conduit. Angeline le héla. Attendez! N'essayez pas de me suivre, Sylph. Je monte chez le grand maître et si vous vous trahissez en sa présence, vous aurez des problèmes. L'élémentaire resta sur place et passa son humeur en grande rafale de vent. Nathanaël ramena ses cheveux ailleurs que sur ses yeux. Bon, eh bien on dirait que tout n'est pas perdu. Je ne comprends pas. Il dit qu'il va influencer le grand maître, mais il ne nous explique pas avec quels arguments. Parce qu'il se les garde pour lui, Angeline, enfin, sois malin. Amandine taquina Nathanaël. Tu feras attention, tu as un oiseau entre les doigts. Il ramena la main devant son visage. L'oiseau tiré des illusions pépia muettement. Son créateur le renvoya au néant. Abigail, badin, remarqua. Un oiseau qui est sans conteste un oiseau, mais qui n'a aucune caractéristique d'aucune espèce. Cela s'appelle l'art de la suggestion, bien supérieur à une obsession pour les détails. Raconte tes plaisanteries à d'autres. Pour quelqu'un qui a eu 11,75 à l'examen, c'est du travail bâclé. Je ne prends aucune critique d'un 3,5, puis d'abord, j'aurais eu 12 s'il était possible d'avoir 12. Ta mère a eu 12. Ma mère est un monstre. Nathanaël prit Abigail à son bras gauche, Amandine à son bras droit, et envoya un signe de tête à Angeline. Ne discutons pas dans le couloir. Rentrons chez nous tant que je le peux encore. L'élévateur venu, ils regagnèrent la maison Luz. Nathanaël de Luz préparait un sac d'habits et d'autres affaires utiles, en s'efforçant de ne pas laisser son bannissement gâcher sa bonne humeur. Certes, une injustice l'excluait de la tour éternelle, sa demeure depuis toujours et à jamais. Mais il n'avait pas pris de vacances depuis sa nomination comme maître de maison, et elle lui ferait le plus grand bien. Amandine et Abigail déroulaient sur son lit une carte de l'île et cherchaient la commune de Puente Azul. Une brise leva un coin du papier. Je l'ai vu. Cherchez de ce côté. Abigail mit enfin le doigt dessus. D'un trait de crayon, il traça un segment de droite entre sa position et celle du lac aux Nobles. Amandine résuma. « 1 jour de voiture depuis les gîtes. Nous pourrions prévoir 3 jours réservés à ta commission et passer le reste du temps à profiter de l'eau et du bois. Si ce vieux bonhomme mystérieux tient sa promesse, tu pourrais même trouver le séjour trop court. » Nathanaël sourit à cette idée si saugrenue. Alors que le grand maître souhaitait lui donner une leçon, il faisait l'école buissonnière. La fin de ses ennuis lui paraissait si proche qu'il réfléchissait déjà à agir contre Gabriel Dasclay une fois sa légitimité retrouvée. 3 coups toquèrent à la porte de la chambre. « Oui ?» Un de leurs domestiques entra, un billet dans sa main. « Monseigneur, mademoiselle, monsieur,
On vient de me remettre ceci pour monsieur. Nathanaël prit le papier et le déplia. Un morceau de métal doré, de la forme d'un demi-rond irrégulier, en tomba. Des lettres y étaient gravées, mais le message attira davantage son œil. « Monsieur de Loos, je détiens des informations concernant le crime dont on vous accuse. Je vous les remettrai pour que vous puissiez établir votre innocence si vous me rendez un service. » Qu'est-ce que tu lis? C'est blanc? Nathanaël sursauta. « Que veux-tu dire? Il y a pourtant... » « Vous seul pouvez voir mes mots, moi seul peux les modifier. » Nathanaël blêmit. Il avait beau sonder le billet de toute sa perception illusoire, il ne trouvait pas qui maîtrisait l'illusion qui se jouait dessus. Son émetteur devait être plus puissant que lui. Il rangea la babiole dorée dans sa poche pour ne pas l'égarer et poursuivit sa lecture à voix haute, histoire de mettre tout le monde dans la boucle. Rendez-vous en ville, chez une femme qui court un grave danger. Protégez-la et vous serez récompensé. Ignorez ma demande et n'espérez plus revoir l'intérieur de la tour. Nathanaël héla son domestique. « De qui vient cette lettre? Je l'ignore, monsieur. Je la tiens d'un collègue qui n'en savait pas plus. » L'adresse est au 35 rue des Alouettes, au sud-ouest de la ville. Faites vite. Nathanaël recopia l'indication puis froissa le message et y mit le feu dans son cendrier, agacé par son invasion. À tout de suite, tu lui déclares la guerre. Oh, quelqu'un qui prend tant de précautions pour ne pas être retrouvé ne pourra qu'apprécier l'attention. Que faire de cela? Ouvrir un service postal au point où j'en suis? Il te menace. Certes, mais admettons que j'obéisse aux caprices de cet inconnu mystérieux ainsi qu'à la demande de la doublure du grand maître. Je me trouverai dans une position avantageuse pour réclamer un retour à la normale. Quitte à réparer mes erreurs, autant aller au bout des choses et te libérer de la contrainte. Dans le dos d'Abigail, Amandine pâlit. Nathanaël enfonça son pied dans le plat et déclara « J'ai été piégé. Je ne comprends pas encore comment, mais en tout cas, je n'ai pas été assez malin pour nous protéger. Vos fiançailles ont été brisées par ma faute. Je vous jure, sur notre amitié, que je reprendrai ma place et que je célébrerai votre mariage. » Abigail détourna le regard. De quoi te mêles-tu? Tu ne nous as pas vus depuis 6 mois. Nous... Amandine posa sa main sur son épaule. Abby se retourna. Elle le fixait, les yeux brillants. J'ai dit des choses terribles. J'étais en colère. Je regrette. Peux-tu me pardonner? Abigail retint son souffle. Elle poursuivit. Je t'aime toujours. Je veux toujours te prendre pour époux et porter nos enfants. Mais c'est vrai, tant de choses se sont mises entre nous. Toi, que veux-tu? Pour toute réponse, il l'embrassa à pleine bouche. Nathanaël regarda ailleurs. Abigail et Amandine tombèrent sur son lit, en plein sur la carte de l'île. Un peu de tenue, peut-être. Abigail et Amandine se relevèrent, marmonnèrent une excuse et quittèrent la pièce. Qu'est-ce qui leur prend? Nous étions en pleine préparation. Oh, mon inhumain ami, toi qui as gobé un dictionnaire, révise la définition des mots amant et passion et débrouille-toi avec. Le courant d'air vira. Ah, d'accord. Dégoûtant. Par ailleurs, je ne te l'ai pas demandé. As-tu des projets, très cher? Je n'ai jamais été si hors de danger depuis notre rencontre. Merci pour ton serment, mais a-t-il encore une raison d'être? Angeline laissa flotter le silence. Je suis attachée à toi. Oh, comme c'est charmant. Et à rien d'autre. Mon existence est vide. C'est moins charmant. En ce qui me concerne, tu es mon ami et le bienvenu dans cette aventure. Tant que je n'agresse plus personne en ton nom. Tant que tu n'agresses plus personne en mon nom, de toute évidence. Nathanaël lança un regard à la carte froissée sur le lit. Toi qui vois vite, tu ne repères pas la rue des Alouettes par hasard? C'est une carte de l'île, pas de la ville. Elle n'y est qu'une tache grise, les rues ne sont pas indiquées. Morte Célène, nous allons devoir en quémander une autre à Abby dès qu'il aura fini. Nathanaël fouilla les tiroirs de sa table de chevet. Il y retrouva un étui à cigarette à demi rempli. Amusant, maintenant qu'il se posait la question, il n'avait pas ressenti d'envie de fumer depuis sa sortie de prison. Il tira l'une des minces tiges brunes de l'étui et l'alluma de son briquet. L'amertume poussiéreuse du tabac lui anesthésia la bouche. Hélas, trop vieille et trop sèche, les cigarettes ne valaient plus rien. De la fumée. Veux-tu ma mort, Nat? Nathanaël, à regret, écrasa son très grand mégot dans son cendrier. Pardonne ma question, mais comment peux-tu être si fort et si fragile à la fois? Beaucoup trop de boucles, pas assez d'espace pour m'écarter du danger. Nous avons déjà eu cette discussion. Arrête de la remettre sur le tapis où je te réunis à ton amant. Quoi? Le mur. Je menace de te jeter contre le mur. D'accord, mon amant. Tu l'embrassais chez les Asclés. Oh, à la fête! Angeline, j'étais allumée jusqu'aux yeux à cause du buffet. Ne cherche pas une logique à ma conduite sous influence. Nathanaël vida son cendrier par sa fenêtre. L'altitude lui aspira la peau. Fou comme la peur se cantonnait à une seule partie du corps, n'allumait de panique que sa main. Contrairement à ce que son esprit lui criait, il ne bascula pas et ramena son bras à l'intérieur de la pièce sans accident. Assez atermoyé, allons-y. Par tact, plutôt que d'aller chercher son cousin dans sa chambre, Nathanaël préféra l'attendre dans son bureau. Avec le recul, la prise de pouvoir d'Abigail était évidente. Il avait hérité de leur grand-père un goût pour les menus appareils et l'utilité contestable, les gadgets pour utiliser un terme argotique. Il en fleurissait les moindres surfaces qu'on lui laissait à disposition.
Miroir d'hypnose, verrou sans clé constitué d'anneaux entrelacés, jouets à vapeur, oiseaux buveurs, statuettes flottant par la vertu de la répulsion magnétique, lampes autonomes de la taille d'un pouce. Si c'était artisanal et contre-intuitif, Abby s'y intéressait. Histoire de se rendre utile, Nathanaël lui rangea tout ce bazar dans ses tiroirs et tria ses papiers. Il jeta un œil au carnet de commande du générateur auxiliaire, puis un autre au livre des comptes où étaient notées les heures des domestiques. Comme tout cela lui manquait, la gestion, la maintenance, faire en sorte que les structures dont sa famille et lui dépendaient continuassent de tourner malgré les aléas. Être le soutien des membres de sa maison et leur intermédiaire pour parler aux autres de la tour. Fallait-il mal le connaître pour voir en lui un incendiaire? Voilà ce qu'il aurait dû répondre au grand maître. Il soupira de sa répartie retardataire. Abigail entra. Nathanaël ne s'en sentit pas gêné. Il avait eu le nez creux et ne s'était pas assis dans le fauteuil réservé au seigneur de Luce. Il ne se souvenait que trop de sa propre humiliation quand il s'était rendu compte que sa mère l'occupait plus souvent que lui, toutes ces années auparavant. Tout va bien? Que fais-tu ici? As-tu une carte de la ville dans tes affaires? Pour ma part, je n'en ai jamais gardé. Je me disais que tu en aurais besoin. Voyons voir. Abigail fouilla la bibliothèque et en tira un épais volume. Voilà, carte citadine, dernière édition. Ils déplièrent le livre sur le sol. La première carte était une vue entière de la ville. Seules les plus grandes artères y étaient nommées, faute de place. De grands rectangles dessinés la découpaient, renvoyant aux cartes détaillées des quartiers. 4 formaient la partie sud-ouest. Ils parcoururent l'index des rues de chacune jusqu'à trouver celle des Alouettes. Déterminer un itinéraire depuis la sortie de la tour fut un autre casse-tête. Quand veux-tu partir? Dès que j'aurai fermé mon sac. Quoi, si vite? Le grand maître n'hésitera pas à mandater la garde pour m'expulser, j'aime autant quitter la tour de mon propre chef. Mais tout le monde n'est pas à la maison. Je crains que tu ne puisses pas saluer Églantine. Et pourquoi voudrais-je la saluer? Elle me boude depuis mon retour, grand bien lui fasse. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'elle revienne à la raison. À part elle, tous les membres de la famille m'ont consacré un peu de leur temps. Qu'elle s'étouffe dans son abandon. Au visage décomposé d'Abby, Nathanaël comprit que sa cousine se trouvait derrière lui. Il se retourna. Ses cheveux au beurre n'avaient repoussé depuis le solstice d'hiver. Ils encadraient son visage furibard et retombaient en cascade sur sa poitrine soulevée de rage. Églantine dans tout son sale caractère, seule pourvoyeuse de filles pour la branche féminine de la maison Luce puisqu'Emeline ne participait pas à l'effort, mais qui détestait qu'on la ramenât à ce statut. Elle feula. Plutôt que j'arrête de bouder, pourquoi ne me présentes-tu pas tes excuses? Navré de ne pas t'avoir croisé avant, j'aurais dû mieux chercher. Elle cogna du poing sur le cadre de la porte. Ses cousins ne sursautèrent pas. La routine. Tu n'avais pas assez déshonoré Luce en te faisant emprisonner, il fallait que tu te fasses chasser de la tour elle-même. Rien ne t'arrêtera donc jamais. Jusqu'où feras-tu tomber notre maison pour étancher ta soif de gloire? Nathanaël voulut lui rappeler qu'elle l'avait suivi avec loyauté depuis sa nomination, mais c'était cela le message. Elle ne le soutiendrait plus. Il choisit une autre approche. Mon combat n'a rien de personnel, Eggy, même si les gens s'y trompent. Évidemment, rien de ce que fait un maître de maison n'est jamais personnel. Il y engage toujours sa famille. Y compris mes filles et les fils de Judicaël qui n'ont eu aucune voix dans ces histoires et qui subiront l'infamie au sortir de la nurserie. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas tes enfants que tu n'as pas le devoir de te préoccuper de leur avenir. Nathanaël regarda du côté d'Abigail. Il gardait la tête baissée, le rouge envahissait ses joues. C'était l'idée d'Églantine alors, et elle aurait bien pu réussir à le convaincre. Sauver la maison en l'en bannissant, les extirper de sa disgrâce, espérer que le tumulte se résorbât et que les enfants de loup s'en fussent vite libérés. Pour une femme qui n'aimait pas l'étiquette de mère, son discours était bien parental. Et elle en oubliait un point, la cause de tout, le danger représenté par Asclay. Que veux-tu comme avenir? Celui où nous faisons profil bas, où ta Martine se détruit au rêve blanc et ta Gabine vit dans la grande paix parce que personne ne s'y est opposé? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bien sûr que la cause est juste, Nathanaël. Quelqu'un prendra ta place. Et si sa famille craint autant le scandale que toi, il y en aura d'autres pour l'empêcher de le faire. Églantine pinça les lèvres et supplia Abigail. Il est encore temps. S'il te plaît, Abby. Non. Je suis déjà le pantin du conseil, je ne serai pas le tien. Nous sommes libérés de ces actions puisque je suis notre seigneur. Tu peux disposer. Merci de quitter mon bureau. Églantine traîna juste assez longtemps pour que cela ne comptât pas comme de l'insubordination manifeste, puis déguerpit. Nathanaël hésita à se plaindre que son cousin eût envisagé de le bannir. Il y renonça et reprit le fil de leur conversation. Je crois que nous en avons fini. Je vais boucler mon sac, merci pour ton aide. Un détail tout de même, il faudra que tu te loges et que tu te nourrisses. Certes. Je te prépare une bourse correspondant à ta part dans la maison. J'ignore si cette somme te suffira à vivre convenablement hors de la tour, renseigne-toi et préviens-moi en cas de problème. Je te la fais parvenir au plus vite à l'adresse de cette personne chez qui on t'envoie. N'as-tu pas moyen de me faire une avance? Si, je peux t'embaucher comme domestique, te signer un chèque et t'envoyer l'encaisser au trésor. Je doute que cette solution te satisfasse. Nathanaël le reconnut et s'en alla terminer ses affaires. Angeline Le Sylphe prévint Bracard et Chapuis. Je suis présent et égal à moi-même. Vous connaissez vos options.
Le lieutenant et le major accusèrent réception de la menace. Nathanaël, sac de voyage à l'épaule et Amandine de Sarre au bras, interpella l'un des gardes. « Chapuis !» « Toujours pas, non. » Amandine reprit la conversation en main. J'ai entendu que vous aviez reçu un blâme. Veuillez accepter mes excuses. Bracard éclata. « Pour vous servir, mademoiselle. Tiens, vous avez encore attrapé l'ours avant nous. Quelle efficacité. Je présume que vous vous rendez à la prison afin de jeter cet aspirant meurtrier à sa place. » Amandine baissa les yeux. « Quant à vous, le paix, vous avez attaqué la garde. Méfiez-vous. Dès qu'on aura trouvé comment, on vous mettra la main dessus. » C'est moi que vous traitez de paix? Il ne pense pas, ne l'en tenez pas à rigueur, il est sur les nerfs. On se demande bien pourquoi. Peut-être parce que nous sommes encore envoyés sur les roses pendant que les nobles, comme d'habitude, s'en tirent bien. Des citadins ont été envoyés à la tour pour moins que ça. Vous avez traversé la prison, monsieur Delous. Vous vous êtes demandé une seule seconde qui étaient vos voisins, de qui ils étaient les pères, les fils, les frères, les amis, et vous êtes partis jouer au martyr auprès du grand maître. Vous n'avez donc aucune pudeur? Lieutenant, si c'est ce qui vous inquiète, apprenez que je ne m'en tire pas à si bon compte. Le grand maître m'a banni de la tour et je me rends en ville. Vous vous rendez en ville? Oh, elle est bien bonne, celle-là. C'est une punition, maintenant? Parce que j'y ai des amis, une femme et 3 enfants en ville. Et un petit-fils. Oh, taisez-vous. Amandine de Sarre releva la tête, le sourcil haussé. Lieutenant, vous pouvez exprimer votre colère comme vous le voulez. Vous pouvez à loisir me rappeler mes manquements à ma maison. Mais ce que vous ne pouvez légalement pas faire, c'est me donner un ordre. Partons, Nathanaël. Ils gagnèrent l'élévateur. Faute de place suffisante à l'intérieur, Angeline dut attendre que la cabine descende et la suivit dans le long puits où elle circulait. Ada Rousseau-Stixen faisait ses comptes sur son bureau. Et elle ne tombait pas comme elle aurait voulu. Elle se renversa en arrière sur sa chaise et soupira. Son époux arriva derrière elle, consulta son cahier, lui embrassa le front et lui dit « Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui peuvent se vanter d'avoir une femme qui ne leur coûte que 5 deniers. » Elle lui envoya une chiquenaude. J'avais promis que tu n'aurais rien à dépenser à cause de la pension, mais je n'y arrive pas. Faute de locataires supplémentaires, il faudrait que je congédie Madame Herrier et que je la remplace, mais tu sais que je ne le peux pas. Son regard tomba sur l'assiette de biscuits sur son bureau. Grave erreur. Elle dut fermer les yeux pour calmer sa nausée. Sven l'escamota. Chérie, ces temps derniers, je ne paye que mes vêtements, la moitié des dépenses d'Olivia et la moitié de nos dépenses communes. Si on fait les comptes, je coûte sans doute plus à la pension que l'inverse. 5 deniers, ça ne vaut pas la peine de te rendre malade. Ada posa ses binocles et son crayon et se retourna vers Sven, contrarié. Je n'y peux rien, ça m'embête. Je ne dégage pas de bénéfices et si nous subissons un imprévu, c'est encore ton salaire qui devra couvrir. Je n'aime pas ça du tout. Il la prit dans ses bras. Elle tâcha de garder contenance. Il lui était bien trop facile de s'abandonner dans sa chaleur. Ce n'est pas la seule chose qui te tracasse, je me trompe. Elle soupira. Elle espérait que la recherche de la maison Virive ne prendrait pas trop de temps, que Casiel de Sarre ne convaincrait pas la dame des archives de renoncer à son enquête, que rien d'autre n'irait de travers. L'objectif de leur coup d'éclat à la tour, c'était de trouver enfin une solution à leur problème. Ça n'aurait pas dû l'angoisser ainsi, s'ajouter à la pile. Charlotte toqua et entra dans le bureau, l'air ennuyée. Isidore m'envoie vous dire qu'il y a une paire de gens bizarres à la porte et qu'il a du mal à les refouler. Les époux savaient à qui la requête s'adressait, entre le grand homme et la petite femme. Ada retroussa ses manches et descendit les marches 2 à 2. Isidore se tenait en travers de la porte d'entrée, résolu à ne pas laisser passer les intrus. « Je vous dis que madame ne vous recevra pas. Vous ne savez même pas qui vous venez chercher, vous croyez mettre un seul orteil sur le seuil, mais barrez-vous !» Écoutez, mon brave, je pensais savoir ce que je faisais avant que vous ne m'annonciez que cet établissement est une pension de famille. Je suppose que la femme en question pourrait être n'importe laquelle de vos locataires. La voix sonnait claire et beaucoup trop décontractée pour quelqu'un qu'Isidore refoulait du bout de son balai. Ada tapota l'épaule de son employé. Il s'écarta. Devant elle, un homme maigre et mal coiffé qui lui semblait vaguement familier. À ses côtés, une femme avec laquelle elle avait des comptes à régler. « Qu'est-ce que vous fabriquez chez moi, mademoiselle de Sarre ?» La demoiselle se rengorgea. « J'ignorais qu'il s'agissait de votre domicile, citoyenne. Bonjour déjà, et que me vaut l'animosité ?» Vous avez insulté ma fille. Amandine de Sarre écarquilla les yeux. « Je ne... Ah si, je vois à quelle occasion. Est-ce que vous êtes venu lui présenter des excuses ?»« Pas vraiment, votre fille me faisait chanter. Elle a 9 ans. Manipulatrice. Est-ce que ce sont des mots à jeter au visage d'une enfant ? Ne posez pas un pied chez moi. » La demoiselle leva haut le menton. « D'accord. Après tout, je ne suis qu'accompagnatrice. Nat, voici Ada Rousseau-Stixen, avec un tiret. Citadine, je vous présente Monsieur Nathanaël Delous. Au revoir, et bon courage. » Resta l'homme vaguement familier, abasourdi par l'échange. Ada lui lança. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il parut reprendre ses esprits. « J'ai été envoyé par un gentilhomme anonyme qui m'a donné votre adresse en me demandant de protéger une femme, dont il n'a pas jugé utile de préciser le nom, d'un danger qui la menacerait. » Ada s'accorda 3 minutes pour déterminer s'il s'agissait du mensonge le plus ridicule de l'année ou d'une réalité plus complexe. « Ce gentilhomme, vous ne le connaissez pas ? Vous ne l'avez pas vu ? Comment vous a-t-il contacté ?»« Il m'a fait passer un billet. »« Est-ce que je peux le voir ?»« Je l'ai brûlé. » Elle retrancha 1 minute 30 de sa patience. «
En y repensant, ce n'était pas mon idée la plus brillante. Oh, si cela peut aider, il m'a également transmis cette babiole. Le nouveau venu tira de sa poche un genre de demi-pièce dorée. Ada la lui arracha du bout des doigts. Un motif de feuille courait sur son pourtour. De la taille de la moitié d'une livre, l'objet n'en avait pas la tranche. Il s'agissait plutôt d'un médaillon brisé en deux. Sur son autre face, quelques lettres. Elle lut Ada. Un dernier signe coupé par la cassure du bijou aurait pu être un M, un N, autre chose encore. Sans en être certaine, elle trouvait trop de ressemblance entre cette babiole et une autre pour que l'objet entre ses mains ne soit pas la moitié d'un pendentif appartenant à sa mère adoptive. Que disaient les inscriptions sur le deuxième morceau? Impossible de s'en rappeler. Il lui faudrait le vérifier à sa prochaine visite. Elle referma la main sur la pièce à conviction, puis la glissa dans la poche de son tablier. Message reçu. Que faire du messager? Monsieur Delous, je suis en effet en danger. Ça n'implique pas que vous puissiez apporter quoi que ce soit à ma protection. Ne restons pas dans le courant d'air, suivez-moi. Elle se retourna. Une autre voix perça. À propos, est-ce que je peux entrer? Ada se figea sur place. Vous? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là? J'ai suivi Nathanaël. La conversation m'intéresse, est-ce que je peux venir? Ada estima le volume du sylphe à partir de ses souvenirs de leur rencontre. Il ne rentrait pas dans son bureau. Non, patientez dans le jardin, ne causez pas de raffus. Faites-moi signe quand j'aurai le temps de vous demander ce qu'est votre problème. Pourquoi le jardin? Je ne vais quand même pas vous laisser à la rue. Filez. La question résolue, elle enchaîna la suite du dossier. Nathanaël Delous saisit la rampe de l'escalier à pleine main et foudroya les marches du regard. Désireux de ne pas présenter plus de faiblesse qui n'en exudait déjà par tous les pores, il vainquit le sommet. Le bureau de la citadine se plaquait contre le mur sous la fenêtre d'une petite pièce biscornue à la forme d'un rectangle dont une partie aurait été mangée par la cage d'escalier. Faute de pouvoir se placer de part et d'autre de la table, Ada et lui s'assirent sur deux chaises. Quelqu'un qui serait entré par hasard aurait pu se tromper sur qui était l'hôtesse et qui était l'invité, ce qui ne faisait pas très sérieux. Nathanaël garda ce commentaire pour lui mais n'en pensa pas moins. La citadine attaqua l'entretien. En quoi est-ce que vous vous estimez capable de m'aider, monsieur Delous? Je n'en sais rien, mais j'ai hâte de le découvrir. Quelle est la spécialité de votre maison, déjà? Nous nous chargeons du développement et de la maintenance du générateur auxiliaire, un équipement destiné à pallier aux limites du système d'approvisionnement en énergie de la tour. Aucun rapport avec la protection rapprochée. Nous avons également des connaissances dans le domaine des phénomènes physiques, notamment si nous pouvons les exploiter au sein de machines. Pourquoi vous? Qui vous a mandaté? Pourquoi avez-vous accepté? Nathanaël hésita. Il ne comptait pas mentir et n'avait pas préparé d'histoire, mais mis face à la question, il réalisait la honte qu'il éprouvait encore pour sa réponse. Il se recomposa. On m'a fait une promesse assortie d'une menace. Je suppose que je me trouve devant vous parce que j'étais l'homme le plus facile à faire chanter de la tour éternelle. Le visage de son hôtesse pâlit. Vous êtes le fugitif dangereux. Pardon? Je vous avais oublié. Vous m'avez ouvert une porte à la figure hier. La mémoire de Nathanaël se remit en marche. Ouh, dans l'escalier! Exact. J'allais remonter! Je descendais. Le monde est d'une petitesse. C'est merveilleux. Trinquons. Dessous son bureau, la citadine tira une bouteille à l'étiquette indéchiffrable et deux verres minuscules. Nathanaël s'inquiéta d'un sens de la fête si prononcé. À quoi buvons-nous exactement? Oh, rien de particulier. J'ai du mal à vous croire. Je vous propose de nous saouler ensemble à la ténébreuse, histoire que l'alcool désinfecte les mensonges éventuels et laisse apparaître la vérité nue. Voilà qui paraissait déjà beaucoup plus sensé. Nathanaël accepta de bon cœur. Il trinqua aux petites affaires des autres qui, si tout se déroulait comme prévu, le rapprocheraient de sa victoire. Puis, la tête basculée en arrière, il laissa l'alcool le brûler vivant.